Bonsoir et bienvenue à cette conférence « Comment nous réussirons la transition ? Point. La coopération, virgule, clé de la réussite, point d'interrogation », organisée par l'association BioVallée. Je m'appelle Yannick Régnier, je suis directeur de l'association BioVallée et je suis très heureux et un peu ému de vous accueillir et de vous voir aussi nombreux ce soir. Bien, donc comment nous réussirons la coopération ? Point. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Nous avons à l'association BioVallée, selon la formule consacrée, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Mais nous réussirons. Ce n'est pas nous, l'association BioVallée, toute seule. Nous, c'est vous. Nous, c'est aussi toutes les personnes qui s'engagent pour la transition et qui ne sont pas dans la salle ce soir. Et elles sont nombreuses. Je laisserai Jean-Jacques Magnan questionner la deuxième partie, la coopération clé de la réussite, point d'interrogation, juste après. Cette conférence s'inscrit dans l'objet social de l'association BioVallée, en plein cœur, qui est la coopération entre et au service de tous les acteurs qui s'engagent pour la transition écologique et sociale sur le territoire. Elle s'inscrit aussi dans un projet qui est financé par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, dans le cadre d'un programme sur l'innovation sociale et territoriale, et bénéficie d'un appui complémentaire de l'État sur le plan France 2030. À l'association BioVallée, nous avons une conviction forte. Plus il y aura de coopération sur le territoire, mieux nous réussirons la transition. L'histoire du territoire est marquée, faite d'histoires de coopération, concernant la rivière Drôme, par exemple, ou l'agriculture biologique. Comment entretenir cette culture commune ? Comment accompagner les acteurs, toutes celles et ceux qui s'engagent et qui agissent pour la transition, à faire mieux et idéalement plus ensemble ? C'est ce qui nous anime et que nous travaillons au quotidien à l'association BioVallée et qu'on veut aussi travailler ce soir. Et je laisse du coup tout de suite la parole à Jean-Jacques Magnan pour une ouverture au nom de l'association BioVallée. Merci déjà d'être présent, il l'a déjà dit. Il a dit que j'allais questionner une chose. Ce que j'ai envie de questionner aujourd'hui, c'est la coopération clé de la réussite. Point d'interrogation. C'est une vaste question. Et je sais que nous tous, acteurs de ce territoire, nous n'avons pas attendu cet automne 2024 et ce colloque pour commencer à coopérer. Ça fait des années que les gens coopèrent sur ce territoire. L'intention de notre association ce soir sera d'animer ce temps d'échange et de partage en toute humilité afin d'enrichir encore les liens qui nous unissent. Je voulais, pour introduire les débats et toutes les réflexions qui vont suivre, faire référence à la différence entre coopération et collaboration. Ça m'a semblé un élément important dans le sens où, depuis que je suis tout petit, donc je suis né à Die, je suis né sur ce territoire, puis après je suis parti et je suis revenu. Et ce territoire, je peux dire que je suis amoureux de ce territoire et amoureux des gens qui vivent sur ce territoire. Il y a 30 ans, j'ai commencé à accompagner des projets dans le cadre d'un dispositif qui avait été mis en place avec le DAVD, le district d'aménagement du Val-de-Drôme, avant la communauté de communes du Val-de-Drôme, et avec toutes les structures, en collaboration avec les structures qui étaient là sur ce territoire. Ce qui a émergé de tout ça, pour moi, c'est que des relations interpersonnelles qui m'ont petit à petit amené à ne plus accompagner des projets, mais à accompagner des personnes. Ne plus être à côté, mais avec. Ne plus être uniquement dans la collaboration, mais dans la coopération. C'est la lecture cet été d'un petit bouquin de même pas une centaine de pages, écrit par Éloi Laurent, qui est un économiste français, et qui a mis en mots ce que je pressentais, que je connaissais de moi, de vous, de nous tous sur ce territoire, où en gros il explique que l'acte de travailler ou de réfléchir ensemble pour atteindre un objectif, c'est de la coopération. Mais que la collaboration est beaucoup plus large que ça. La coopération, c'est un objectif rempli, je dirais l'objectif d'être en relation avec les autres afin d'assurer la survie du clan, de la famille, de la société et donc par extension de l'espèce. Dans la coopération, on parle donc d'amour et de sécurité, alors que la collaboration parle de faire ensemble.
Les deux sont complémentaires et la collaboration peut aller vers la coopération. Mais alors que la coopération, elle, va engager une collaboration qui est saine et apaisée. Je dirais que la coopération engage la personne en tant que... La collaboration engage la personne en tant que sachant, avec des savoir-faire, des compétences, des connaissances, alors que la coopération engage la personne en tant qu'être humain, sensible, vulnérable, et ayant besoin des autres pour pouvoir vivre. Je vous laisse imaginer quels sont de ces deux modèles le plus solide, le plus, j'avais marqué, robuste. Je laisse la parole à la suite et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Jean-Jacques. Bien, donc on va passer la parole à Julie Delclos, qui est chargée de mission Pôle des Savoirs à l'association BioVallée. Julie anime nos relations avec le monde de la recherche et travaille en particulier sur la question de la capitalisation et de la diffusion des savoirs territoriaux. Et à ce titre, elle va nous proposer un regard analytique sur le sujet du soir, qui est le sujet de la coopération, et c'est le fruit d'un travail récent de synthèse documentaire qu'elle a pu faire. Julie, je te laisse la place et la petite zapette. Hop. Bonsoir à tous. Super, ça marche. Bonsoir, merci pour la réponse. Du coup, vous l'aurez compris, la coopération, c'est un peu le fil rouge de cette conférence. Vous allez en entendre parler toute la soirée. Mais en fait, le mot coopération en tant que tel, il peut avoir différentes réalités, différentes définitions selon l'angle d'approche qu'on va vouloir prendre. Du coup, ce que je vous propose, moi, aujourd'hui, pour commencer cette conférence-là, c'est de traiter de ce sujet de la définition de la coopération. Et alors, moi, je ne suis pas du tout une experte sur la question. Donc, je me fais le porte-parole de travaux de chercheurs qui ont, à travers différentes disciplines, essayé de comprendre ce phénomène, mais aussi de praticiens qui ont pu expérimenter la coopération et organiser des formations sur ces questions. Donc, premier pas sur le chemin de la définition de la coopération. Donc là, vous avez une illustration qui montre une certaine coopération. Vous avez des gobelets issus de deux enseignes, la première Starbucks, la deuxième McDonald's, qui sont en fait des gobelets 100% recyclables. Donc ce sont deux enseignes qui sont complètement concurrentes sur leur part de marché respective, mais qui ont mis en commun leurs efforts, leurs ressources, qu'elles soient financières, humaines ou temporelles, pour développer un nouveau produit et pour développer ensemble une réponse à un objectif qu'elles avaient défini en commun. Et ça, c'est typiquement la manière dont les sciences économiques vont définir la coopération, c'est-à-dire partager efforts et ressources dans le but d'atteindre un objectif commun. Et là, déjà, avec cette définition-là, on voit qu'il peut y avoir des nuances, parce que les praticiens de la coopération, eux, ils estiment que l'idée d'avoir un objectif commun, mais ce n'est pas ça qui est au cœur de la coopération. Pour eux, l'enjeu, ça va être de faire une œuvre commune. Et si vous avez été attentif au début de cette conférence, vous allez reconnaître des choses qui sont en relation avec ça. C'est-à-dire que pour les praticiens, la collaboration, ce n'est pas de la coopération. La coopération va engager un processus plus important. Il se réfère souvent à l'étymologie du mot lui-même coopération, co avec, opération operare, œuvrer. Et il pose l'œuvre commune au centre de la définition de la coopération. Mais ça veut dire que les protagonistes de la coopération peuvent avoir des objectifs qui sont différents, tant qu'ils œuvrent ensemble pour cette même œuvre commune. Je ne m'étale pas sur ce sujet-là, on l'a déjà un peu évoqué. Je voulais faire une autre étape sur le chemin de la définition de la coopération. Là, on se retrouve sur les bords du lac Léman, entre la Suisse et la France, dans les Alpes. Et vous avez ce bateau qui fait cette liaison quotidienne entre les deux rives. Et pour que ce bateau puisse faire cet aller-retour, permettre aux gens de travailler, à les divertir, il a fallu un accord entre l'État suisse, l'État français et la compagnie qui fait le transport. Et cette dynamique relationnelle entre deux États, ça, c'est la manière dont les sciences politiques vont définir la coopération. Là, on est un cas particulier où c'est transfrontalier, mais ça peut être une coopération internationale. Donc, on a des cas plutôt thématiques. La coopération militaire est une coopération pour les sciences politiques. La coopération scientifique, la coopération culturelle peuvent souvent exister. Ce qui est intéressant avec la coopération, quand on est une coopération transfrontalière, c'est que là, on est dans un cas typique qui est souvent appelé dans les sciences qui mêlent politique et géographie, coopération territoriale.
Alors là, on part sur quelque chose d'encore plus polysémique. La coopération territoriale, les gens l'utilisent pour définir plusieurs choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la coopération entre territoires, comme c'est le cas là, mais aussi la coopération entre différents acteurs au sein d'un même territoire. Par exemple, si vous avez au sein de la métropole de Lyon des associations, environnements, des entreprises, des collectivités qui vont ensemble coopérer autour d'un projet, on peut appeler ça la coopération territoriale. Donc là, on est sur une entrée, quelques étapes un peu de définition. J'aimerais qu'on fasse un petit détour par les sciences de l'écologie, qui ont aussi étudié la coopération. Donc là, vous avez un exemple de poisson-clown qui vit dans son habitat, l'anémone de mer. Et c'est un exemple particulier de coopération définie par les sciences de l'écologie, car le poisson-clown peut profiter de ce refuge-là. Il est immunisé par rapport au caractère urticant de l'anémone, ce qui fait que ses prédateurs ne peuvent pas venir l'embêter quand il est là. Et en retour, l'anémone va bénéficier de nutriments grâce aux matières fécales du poisson. Et là, on est dans une interaction à bénéfice réciproque entre deux espèces différentes, et c'est la manière dont l'écologie définit la coopération. Ce qui veut dire que pour l'écologie, ça, c'est aussi de la coopération. La coopération entre un homme et le bœuf pour de la traction animale, on est sur une coopération. L'homme bénéficie de la force de l'animal bénéficie d'un apport de nourriture et d'une protection contre des prédateurs. Ça, c'est la manière de voir de l'écologie. Plus encore, on a cette idée de, avec l'animal domestique, la coopération comme modèle écologique, ça s'applique bien. Mais il existe aussi de la coopération entre un homme, des hommes et des animaux sauvages. Ça a existé, c'est très rare aujourd'hui, mais ça existe encore. Vous avez là la photographie d'un oiseau. On se situe là en Afrique. Cet oiseau, c'est le grand indicateur. Et en fait, il est en coopération avec l'homme pour aller chercher du miel et de la cire d'abeille. Cet oiseau est en réelle coopération dans le sens où c'est un dialogue avec l'être humain à travers chants et mots particuliers. Et en fait, ça se passe de cette manière. L'oiseau, lui, il adore la cire d'abeille. Sauf qu'aller s'attaquer à un nid d'abeilles, c'est pas évident quand on est un seul petit oiseau, et c'est assez fatigant et énergivore. Du coup, c'est plus simple d'indiquer à des hommes qui ont des techniques et des modalités pour le faire où se trouve le nid d'abeilles. L'homme va venir récolter le miel, la cire l'intéresse peu, il laisse, l'oiseau récupère la cire. On est dans un cas de coopération vu par l'écologie. Je fais ce détour un peu long par l'écologie parce que la science écologique évoque pour elle, sa définition de la coopération, c'est que qui dit coopération dit interaction entre deux espèces avec bénéfice réciproque, gagnant-gagnant, mais la coopération n'est pas obligatoire à la survie de l'espèce. Typiquement, l'oiseau, le grand indicateur, peut survivre s'il n'a pas la cire d'abeille et s'il ne coopère pas avec l'homme. Et typiquement, l'homme qui n'a pas son miel ou qui l'obtient différemment peut tout à fait survivre s'il ne coopère pas avec l'oiseau. Par contre, en écologie, coopérer, ça donne un avantage évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les individus qui vont coopérer vont avoir tendance à survivre davantage, vont donc pouvoir se reproduire plus, transférer davantage leurs gènes, et donc ça fait une sélection de ce type de comportement. Donc ça favorise ce type de comportement dans la sélection des différentes espèces et ou individus. Bon, alors en soi, on pourrait faire encore pas mal d'étapes sur le chemin de la coopération, mais l'objectif, c'est pas que je vous endorme avec des définitions à ce moment-là. Ce que je veux vous faire retenir là, c'est qu'en fait, la science, déjà, si on prend ce côté science et praticien, a déjà un regard différent sur la coopération selon l'angle d'approche, avec des nuances, quelquefois des contradictions, mais en tout cas des réalités différentes sur ce mot-là. Ce qui veut dire qu'au-delà des définitions, de manière générale, chaque individu va avoir son propre regard sur ce qu'il estime être de la coopération. Donc quand on se situe par exemple dans un cas de coopération territoriale, avec des interactions entre des acteurs sur un territoire, comme on le verra par exemple avec l'exemple de Los Angeles juste après, il faut se dire que chaque acteur et chaque individu va avoir une attente vis-à-vis de la coopération, va avoir une attente vis-à-vis de la personne avec qui il coopère. Et si ces attentes et ces manières de voir la coopération ne sont pas exprimées, ça peut être sujet à frustration, ça peut être sujet à incompréhension, etc. Donc c'est le premier message que je voulais vous faire parvenir ce soir grâce à ces lectures de différents travaux. Le deuxième, on le voit ce soir, la coopération, ça va dépendre de qui je suis en tant que personne. Vous allez avoir différents témoignages vivants. Ils montrent pour moi l'importance des trajectoires de vie. Ils montrent l'importance de qui je suis dans ces processus-là. Les chercheurs et les praticiens montrent que la coopération, dans sa réalisation, va être multifactorielle.
Ça veut dire qu'il peut y avoir différents types d'éléments qui vont venir impacter la coopération. Et ça, que ça soit pour la favoriser ou complètement l'annuler. Il peut y avoir les deux entrées. Donc ça, je voudrais voir avec vous. Donc on va prendre un exemple. Je vous présente Virginie. Virginie a 22 ans. Elle est fille de boulanger. Elle est professeure sur Dijon. Et elle adore le tricot. Rien qu'en vous faisant passer ces informations-là, vous allez vous faire une image de cette personne. Vous allez coller des a priori de manière consciente ou inconsciente par rapport aux gens que vous avez pu croiser, par rapport à votre propre personnalité. Et vous allez pouvoir coller un certain profil à cette personne qui vous donnera envie plus ou moins de coopérer avec elle. Ça, ce sont des caractéristiques sociales qui peuvent jouer sur la coopération. En soi, l'âge, le sexe, le statut social, la profession peuvent être des facteurs qui peuvent favoriser ou non la coopération entre deux individus. De la même manière, dans les facteurs que j'appelle sociaux, vous avez l'appartenance à un groupe social. Et la sociologie nous dit que quand il y a proximité sociale entre individus, la coopération va être favorisée. Je m'explique. Virginie, elle est basque. Elle vient du Pays basque, elle se sent basque, elle se revendique basque, et donc elle a ce sentiment d'appartenance au groupe social basque, elle fait partie du groupe social basque. Elle se présente elle-même comme, voilà, je m'appelle Virginie, je viens d'Andaille, et je suis du Pays basque français. Cette appartenance à ce groupe social qu'est les Basques, en fait, ça va jouer. C'est-à-dire que si elle se retrouve un jour dans une réunion où, par hasard, il y a une personne qu'elle ne connaît pas qui a des origines basques, ça va créer des atomes crochus. Il va y avoir un partage de culture, de langage, de façon de penser ou de point de vue qui, même s'ils ne sont pas exprimés, va créer un sentiment de connaissance, de reconnaissance et d'appartenance au même groupe, qui sont des bases potentielles pour créer une coopération par la suite. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que si vous-même vous vous retrouvez face à quelqu'un qui n'est pas du tout originaire de la même zone géographique que vous, ou qui n'est pas du tout originaire du même milieu social que vous, ça peut créer aussi des frontières sur la coopération. Alors bon, en dehors de faire les fêtes de Pampelune, Virginie donc a un travail, elle est professeure. Et elle est professeure d'histoire-géographie dans un collège à Dijon. Et ça aussi, ça peut jouer sur ses capacités de coopération. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle les facteurs structurels, c'est-à-dire les facteurs qui dépendent de la structure dans laquelle la personne se trouve. Si un jour vous venez voir Virginie et que vous lui dites « alors ça serait super d'organiser une coopération, on fait une sortie scolaire, une journée avec les 5e et on part sur le thème du nombre d'or dans l'architecture du Moyen-Âge ». Alors Virginie, elle vous dit « super, intéressant, mais en fait, ce n'est pas au programme de ma classe de 5e ». Et en fait, cette entrée-là fera qu'elle aura du mal à obtenir l'aval de son établissement. Elle n'a pas une marge de manœuvre qui est illimitée dans ses capacités de faire ses choix. Donc ça peut jouer de manière générale la structure d'une organisation, sa manière de prendre les décisions, sa gouvernance, la place qu'elle donne à la coopération ou à la relation avec les partenaires extérieurs vont jouer dans les possibilités ou pas de coopération. Sachant que là, je vous l'ai fait dans le cadre professionnel, mais sa casquette professionnelle peut aussi jouer dans le cadre de ses potentielles coopérations personnelles. Ça découle aussi. L'individu n'est pas sectorisé. Bon, au-delà de ça, donc Virginie est professeure et durant toute sa vie, elle a développé différents types de compétences et savoir-être. Finalement, elle a une très bonne capacité à pouvoir s'exprimer en public, elle a une très bonne capacité à accepter les émotions des autres et aussi à accepter la contradiction. Et ça, c'est des compétences qui sont vues par les praticiens comme super positives pour pouvoir s'engager dans un processus coopératif. Ce qui veut aussi dire que qui dit compétences et savoir-être dit développement au cours de la vie. Les premières coopérations qu'on peut faire ne sont pas forcément les plus simples. Donc, on peut développer ces compétences qui servent à la coopération. Les praticiens disent souvent que la coopération, ça s'apprend. Donc, il y a une évolution potentielle là-dedans. Donc, pour le moment, je vous ai parlé de Virginie. Mais évidemment, la coopération, ça ne se fait pas tout seul. Donc, je vous présente Paul. Il y a effectivement des facteurs relationnels qui vont jouer. La coopération entre Virginie et Paul ne sera jamais la même qu'entre Virginie et Gustave, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui se jouent d'un point de vue relationnel. Sur l'exemple que je vous donne, Paul et Virginie se connaissent très bien. Ils font les férias et les fêtes de Pampelune ensemble. Ils sont amis, ils se font confiance. Ça, c'est un socle qui est assez important pour pouvoir partir sur une potentielle coopération positive. Par contre, Paul, il est aussi professeur dans le même collège que Virginie, mais il est prof de maths. Jusque-là, aucun problème. Sauf que il lui propose un projet en coopération et en fait Virginie elle se dit que l'idée qu'il a envie de coopérer avec elle c'est surtout pour se faire bien voir auprès du nouveau directeur d'établissement. Et ça embête un peu Virginie parce qu'elle aussi elle a envie de se faire bien voir par son nouveau chef
Et cet enjeu de rivalité, ça va potentiellement freiner sa volonté à vraiment s'inscrire dans une potentielle coopération avec cette personne-là. Que ça soit exprimé, conscientisé ou pas. Et donc ça peut freiner inconsciemment une certaine coopération là-dessus. De la même manière qu'on a parlé de Virginie et de Paul, il y a des facteurs qui peuvent influencer la coopération qui ne dépendent pas du tout des personnes. Vous pouvez avoir des événements qui peuvent se produire, des événements climatiques, des événements sanitaires, comme on l'a vu avec le Covid, qui peuvent venir soit annuler des coopérations existantes, soit développer de nouvelles relations sur des processus coopératifs. Ça marche aussi selon l'historique du lieu. Ce n'est pas que le côté événement. C'est-à-dire que selon l'endroit où vous trouvez, selon l'histoire de votre propre structure, il va y avoir des événements qui se sont produits, des fois sur des générations et des générations, qui viennent encore teinter les capacités, les motivations de coopérer, in fine, sur un projet en particulier. Il peut y avoir ce qu'on appelle aussi une certaine identité collective. Si vous êtes sur un territoire qui se revendique coopératif, vous allez être enclin à coopérer, soit parce que vous êtes venu sur ce territoire parce que vous partagez cette valeur, soit par pression sociale. Si vous êtes dans un groupe social qui a l'habitude de coopérer et qui met la coopération comme une valeur forte, vous n'allez pas avoir envie d'avoir le jugement négatif de vos pairs et vous allez vous dire « Oula, je vais devoir coopérer parce qu'en fait, c'est ce qui se fait dans le groupe auquel j'appartiens ». Il y a certains chercheurs qui évoquent que les motivations sociales sont des motivations qui peuvent être plus fortes que des motivations réglementaires à la coopération, d'ailleurs. Donc c'est un peu des facteurs contextuels. Je ne rentre pas plus dans le détail là, je voulais juste vous montrer ça dans le sens où, en introduction de conférence, dans le sens où on a effectivement plein de facteurs qui jouent. Leur complexité est d'autant plus grande qu'en fait, ils sont souvent en interaction eux-mêmes. Et donc, il peut y avoir des facteurs qui vont jouer l'un l'autre. Votre proximité sociale peut jouer sur des postures que vous avez, sur les rivalités que vous avez, etc. Donc, moi, je voulais vous partager ce soir que, effectivement, la coopération, ça dépend de qui je suis en tant que personne, mais ça va aussi dépendre de qui je suis en tant que structure, de qui je vais être avec toi et de qui je suis avec toi, mais aussi de qui je suis ici, par exemple dans la vallée de la Drôme, et maintenant, en 2024. Et ce ne sera jamais partout pareil. Donc c'était les deux messages que je voulais vous faire passer dans le temps qui m'était imparti, que j'espère ne pas dépasser. Vous allez sûrement vous penser qu'il y a beaucoup de choses que je vous dis qui vous semblent logiques et connues. Mais souvent dans les processus coopératifs ou quand on est en interrelation avec quelqu'un, c'est des choses qu'on va oublier, auxquelles on ne va pas penser à ce moment-là. Et on va avoir tendance à se dire, tiens, avec telle personne... ou même sans se le dire, avec telle personne j'ai envie d'y aller, avec d'autres j'ai pas envie d'y aller. Et souvent, c'est pour ça que je vous rappelle là, il y a ce genre de facteurs qui jouent et qui vont pouvoir impacter ces volets-là. Donc gardez en tête ça, chacun voit la coopération avec son propre regard, et puis c'est une affaire de personne, mais pas que. Je vous remercie. Bien, eh bien, je pense que Julie appellerait ça de la médiation scientifique. C'est-à-dire qu'on va chercher des choses compliquées et on arrive à les dire de manière simple. Merci pour ça. Si vous contribuez par le petit biais qui est indiqué là-haut, il faut taper le lien, il est un peu long, désolé, on a fait plus ergonomique, mais on a la possibilité du coup d'afficher des questions et ou des commentaires, je vous le rappelle, et ça peut être utile notamment pour le temps qui vient d'échange avec Jean-François Caron, parce que je vais être très attentif et en animateur, comme il a une parole à la fois longue et spontanée, je vais pouvoir l'interpeller. Il m'en a donné l'autorisation de manière régulière. Aidez-moi à le faire, merci. Et donc, la semaine dernière, il était... Hop, je vais poser le micro, ça va être plus simple. Il était grand témoin au Salon des maires à Paris et il intervenait sur la participation habitante devant quelques 1500 maires et élus, si j'ai bien compris, et par la même occasion, quelques ministres et représentants de l'État. Et ce soir, il est avec nous à Eure en Biovallée. Merci, Jean-François. Jean-François Caron, a été maire de Loos-en-Gohelle pendant 22 ans. Il va le dire, Loos-en-Gohelle est une commune du Pas-de-Calais. Et il est aujourd'hui président de la Fabrique des Transitions, une alliance de territoires et de réseaux dont il est fondateur. Quelques mots un peu personnels, parce que j'ai grand plaisir à t'accueillir, à te revoir ici, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. On a vécu quelques aventures ensemble. J'en cite deux. Le réseau des territoires à énergie positive, qu'avec Loos-en-Gohelle, vous avez rejoint il y a une dizaine d'années, en particulier une commission territoire qui déterminait les orientations du réseau. Et à l'envers, ensuite, quand, avec quelques collègues, je pense à Julien Perdrigé en particulier, vous avez monté la Fabrique des Transitions, le réseau pour la transition énergétique dont j'étais salarié a été cofondateur de l'initiative. Et par ailleurs, tu as des liens assez personnels avec la vallée de la Drôme,
plus que je n'imaginais d'ailleurs, qui remonte à la prime enfance. Et moi, je me souviens en particulier des deuxièmes rencontres territoire énergie positive que nous avions impulsées au niveau national avec Leclerc, mais que la communauté de communes du Val-de-Drôme, ici, fondatrice du réseau des territoires à énergie positive avec ses voisines, sous l'appellation de BioVallée, avait organisé en 2012. Et tu étais venu faire un atelier à Die sur les questions transition et modèle économique. Et j'ai souvenir, moi, d'un mot d'accueil qui était, d'une interpellation d'accueil, ici, c'est pas comme chez nous. Los Angoël, c'est pas Die, Cray, ou Livron, ou Loriol. Le bassin minier, c'est pas la vallée de la Drôme. Comme tu dis souvent, un écolo au pays des gueules noires, c'est une erreur de l'histoire. Et quand même, l'histoire a eu lieu. Et par ailleurs, ce qui est aussi admirable, l'histoire se poursuit, alors que tu as transmis ton rôle de maire et que tu n'es plus maire aujourd'hui. Jean-François, je t'invite à nous raconter ton histoire. Eh ben, comme dit l'autre, ça met une certaine pression, hein, voilà, un tisique. Mesdames et messieurs, bonsoir. On est parti pour une heure, en gros, de présentation et d'échange. Je vais vous raconter une histoire, mais par bout, parce que ce serait trop long si je détaillais trop. Et en essayant d'extraire, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'aventure de Los Angoël. Par exemple, sur la question des résultats, hein, c'est pas ça qui est très intéressant de lister en économie, en environnement, etc., mais plutôt par rapport à ce qui vient d'être dit et sur la coopération, où du coup, il y a plein de lumières qui s'ouvrent en disant « Ah ben oui, tiens, là c'était ça, donc merci ». Plutôt d'essayer d'extraire les éléments qui, comme Los Angoël n'est pas la Drôme, ça c'est absolument certain, comparaison n'est pas raison. Par contre, essayer de regarder quels étaient des ressorts de ce qui nous a permis de se mobiliser, je pense que c'est ça qui vous intéresse. La soirée a très bien commencé, puisqu'il a été fait écho au Stade Bollard. Stade Bollard, qui est le stade du Racing Club de Lens depuis plusieurs saisons, c'est guichet fermé tous les matchs. Voilà, il n'y a plus de place libre, c'est compliqué pour avoir une place. Et ça me faisait penser à pas mal de paramètres que vous évoquiez, de où on vient, de qu'est-ce qui constitue des identités collectives. Et vous verrez, je reviendrai beaucoup là-dessus, parce que pour moi, il y a un ressort qui est fondamental dans l'identité des territoires, l'identité au sens appartenance, qui permet d'accueillir, hein, et qui est un des moteurs, de mon point de vue, absolument majeur de la coopération et donc de la réussite. Voilà. Alors... Très vite, moi j'ai démarré comme un associatif, comme je pense un certain nombre d'entre vous ici. Je me suis une association de naturalistes, puis une association de la chaîne des terris qui justement travaillait sur l'image du territoire et l'image catastrophique, hein, quand un journaliste vient dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le bassin minier, il cherche un enfant dont le nez coule, un carreau cassé, il interviewe Louisette qui dit « Bah oui, je suis au Loche match », et puis en dessous c'est sous-titré « Eh bien moi c'est Louisette, je suis venu au match ». Voilà, on vivait ça comme un affront permanent, une discrimination permanente, et c'est vrai que moi ça a été mon premier moteur, hein, pour mon territoire. C'est pour ça que je dis que la question, le rapport à l'identité des territoires est majeur. Mon premier moteur, ça a été de tordre le cou à ça et de relever la tête, qui m'a amené plus tard, j'en dirai deux mots, à ce que le bassin minier soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et que l'histoire des mineurs vaille l'histoire des rois, ce qui était la meilleure des réponses à tous ces journalistes qui nous traitaient comme des tarés et des gens qui ne sont pas de ce siècle. Voilà. Donc mon engagement, il vient de là, de la question environnementale, écosystémique, et puis d'un amour du territoire et d'une volonté de rendre finalement. En plus, moi, j'étais kiné, j'ai travaillé avec beaucoup de mineurs en fin de vie, des gens qui mourraient à 50 ans au nom d'un modèle capitaliste, pour le coup, puisque faire de la mine, c'est mettre beaucoup de capital avant de sortir une tonne de charbon, dont les richesses sont parties ailleurs, mais où, par exemple, moi, quand j'arrive maire, je n'ai que les séquelles à traiter. Finalement, j'ai dit en 3 phrases mon moteur, une partie de mon moteur, parce que derrière tout ça, il y a un enjeu d'énergie, évidemment, d'énergie, de la transformation, et maintenant, je vais plutôt vous raconter cette histoire. Les terris que vous voyez sont les plus hauts terris d'Europe. Pour la petite histoire, ils sont sur ma commune.
Khéops, à la moyenne des 8 valeurs fournies sur Wikipédia, c'est 146,50 mètres de dénivelé. Les terris de Los Angeles, c'est 146,50 mètres. Et c'était un de mes premiers stimulants en disant on s'extasie devant les pyramides d'Égypte et on crache sur les terris du Nord, alors que ce sont nos pères, nos grands-pères, ils ont été faits à main d'homme et que ça a été arraché à moins 1000 mètres sous terre. Voilà. Finalement, je me rends compte que je vais aussi parler des questions de motivation. C'est peut-être les premiers propos qui m'amènent à ça, à ne pas parler de manière rationnelle, mais plus de qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'en découdre et de coopérer, bien entendu. Se battre et de coopérer. Les deux ont leur place. Alors, je vais très vite sur la présentation du bassin minier parce que ce n'est pas le sujet là, mais c'est quand même important de comprendre qu'en fait, c'est un système, le bassin minier. C'est un système qui concernait 1 200 000 habitants sur plus de 100 km, dans lequel la mine possédait tout, les églises, les écoles, la sécurité sociale, les hôpitaux, les stades de foot, etc. Il n'y a que les cimetières qui n'appartenaient pas aux Houillères. Et de ce modèle-là, systémique, global, avec une mono-industrie, quand le modèle s'en va, il nous laisse des pollutions multiples. Le sol de ma commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, ce qui veut dire que s'il y a des élus dans la salle, ils comprennent, les cours d'eau s'inversent, les réseaux d'eau sont fracturés. Dans les maisons, vous avez des fenêtres en trapèze, donc elles ne s'ouvrent plus. Si d'ailleurs, c'est un des ressorts aussi de l'éco-construction, dont on dira quelques mots tout à l'heure, puisqu'on avait un habitat extrêmement dégradé. Et cette crise, donc, qui est une crise économique, 220 000 emplois de mineurs perdus, une crise sociale, des taux de pauvreté, une crise environnementale majeure, se complète d'une crise majeure qui est une crise de l'engagement, de la démocratie, puisqu'on était dans des systèmes formatés, encadrés, sociétés encadrées. Dans la sociologie, vous parliez tout à l'heure, c'est extrêmement bien décrit, et où même quand les mineurs ne s'occupaient pas de leur jardin, on leur mettait des pénalités sur salaire, parce qu'il valait mieux qu'ils soient au jardin qu'au bistrot, puisqu'au bistrot, il y avait les syndicats. Bon. Et donc, si je raconte tout ça, c'est parce que le petit mot qui est en bas, paternalisme, honte de soi et encadrement sociétal, ont peut-être été, pour moi, le moteur numéro 1 d'engager des travaux de reprise en main de notre destin et de considérer que la dimension humaine était centrale. Et c'est là où le rapport à la Drôme va commencer à être un peu plus concret, c'est qu'il n'est que d'histoire d'hommes, finalement, et de femmes, bien entendu. Mais au sens où les contextes ne sont pas les mêmes, mais les ressorts peuvent avoir un certain nombre de dimensions partagées. Alors, très vite, une diapo un peu conceptuelle, parce qu'elle a structuré ma vie, une fois que je l'ai compris, mon mode d'action. Et il se trouve que président Macron est venu à Los Angeles. On a marché sur les terris, on a eu des discussions intéressantes. Quand il est arrivé, voilà, je vous le redis là, vous le répétez pas à la presse, mais je l'ai dit tout à l'heure à la radio en disant qu'elle ne le dise pas. J'ai dit, président, bonjour, bienvenue à Los Angeles. Il dit, monsieur le maire, merci de votre accueil. C'était au moment des Gilets jaunes. Et je lui ai dit, vous êtes dans la merde. Donc, il m'a regardé comme ça. C'était au moment où il faisait l'itinérance mémorielle, hein, donc pour essayer de changer un peu l'attention qui était complètement polarisée sur les Gilets jaunes. Donc, et je lui ai dit, nous, ça fait 30 ans. Donc, bienvenue au club. Et est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui se passe quand un modèle s'effondre, quand 30 ans après qu'un modèle se soit effondré, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis venu. Et on a eu, quelles que soient les opinions politiques des uns et des autres, on a eu vraiment des échanges extrêmement intéressants sur ça. Parce que le sentiment que j'ai, c'est ce que nous avons vécu avec l'effondrement complet de notre modèle, est une question qui se pose aujourd'hui de manière plus systémique, plus globale, avec les crises du dérèglement climatique, avec les crises de la biodiversité, de l'accès aux ressources, et ainsi de suite. Et donc, c'est d'une certaine manière, nous voici avec un petit peu d'avance. Alors, une fois qu'on décrypte ça, ça veut dire qu'effectivement, on a un ancien modèle qui est mort. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Ce modèle est mort. Pourquoi ? Parce que l'accès aux ressources à l'infini sur la planète, c'est terminé. Donc, c'est un changement de paradigme. Et on voit bien que le renouvelable va devoir prendre progressivement le pas sur le fossile et sur ce qu'on extrait. Donc, c'est un changement de paradigme à l'échelle du monde entier. Deuxièmement, les impacts de nos activités détruisent l'écosystème planétaire, le dérèglement climatique, la biodiversité, etc. C'est un changement de paradigme qui va toucher les modèles économiques. Par exemple, les vignerons
bourguignons achètent des terres en Hollande et les champenois achètent des terres dans le Kent pour prévoir l'évolution du climat. Donc ça veut dire des bouleversements économiques, des bouleversements sociaux, des bouleversements démographiques avec des gens qui pourront plus vivre. Voilà. Donc, une fois qu'on dit que ce modèle est mort, il y a encore des gens dans le déni. À une époque, c'était Claude Allègre. Alors, vous avez les mêmes dans le territoire, hein, vous avez les vôtres. Hein. Moi, je me bats plus avec ces gens-là parce que qui vous disent que tout ça, c'est pas vrai. Hein, c'est pas vrai. C'est juste que c'est un travail de deuil. Quand on perd quelque chose, la première chose qu'on dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. Si on vous dit vous avez perdu un enfant ou un parent, ou vous dites première chose, vous dites c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc il y a encore des gens dans le déni, mais c'est plus trop le sujet. La difficulté qu'on a, c'est que devant nous il y a du brouillard. Et pourquoi il y a du brouillard? C'est parce que le nouveau modèle, les différentes formes ne sont pas encore apparues. On a des signaux faibles qui sont là, mais du coup on a un énorme enjeu de nouvel imaginaire sur l'avenir. On n'arrive pas à se mettre en mouvement parce qu'on ne sait pas vers où aller. Et donc, le premier sujet de la transition, et je parle de Los Angeles, mais je parle aussi de la Drôme, d'une certaine manière, c'est la question des nouveaux imaginaires du développement. Et donc, les sciences culturelles, l'approche culturelle, par exemple, est extrêmement importante, de mon point de vue, dans les questions de transition. Et admettons même qu'on ait caractérisé progressivement ce nouvel imaginaire, il va falloir passer de l'ancien au nouveau. Ça s'appelle la transition. Et là, ça, c'est de la conduite de changement. C'est-à-dire que oui, il faut faire de la transition, mais tu comprends, moi, je ne peux pas. Et on vous explique pour toutes les raisons pour lesquelles, individuellement, on a tous nos résistances au changement. Ça peut être parce que j'ai un métier que je vais perdre et qu'on me dit qu'il faut faire un autre métier. Je suis moniteur de ski, je n'ai pas envie de redevenir garçon vacher. Donc, je n'ai pas envie on ferme les stations de ski, voilà, pour des questions de reconnaissance personnelle, ou pour des questions d'argent, ou pour des questions de pouvoir, ou pour des questions multiples. Conclusion, ça veut dire que la transition, finalement, c'est d'abord la construction de nouveaux imaginaires, et deuxièmement, de prendre les situations des uns et des autres dans une analyse de comment on peut comprendre leur résistance au changement, non pas les juger, mais comment on va pouvoir introduire une approche à cet endroit-là. Et enfin, la troisième chose, et là on parle de la fabrique des transitions quand je dis ça, puisque c'est ce qui fonde la fabrique des transitions, on se rend compte que par le global, c'est bloqué, je n'ai pas le temps de développer, alors que si on entre par le local, donc par le territoire, là on est à taille humaine. On est dans des territoires situés, on est avec des individus, on peut faire apparaître des rêves territoriaux, on peut prendre les questions de conduite du changement de manière plus opérationnelle qu'à grande échelle. Alors Jean-François, j'ai une petite question un peu choc, mais qui est en vraie résonance avec ce que tu racontes. Tu parles de conduite du changement, de transition, mais j'ai une question, c'est est-ce que révolution rime avec coopération? Est-ce que le terme de révolution, dans l'idée de passer d'un modèle à un autre, c'est une modalité de changement d'un modèle à un autre? Voilà, alors je ne sais pas si tu veux le traiter tout de suite, mais je te laisse le garder éventuellement en tête aussi selon... Oui, parce qu'elle est compliquée, la question, là. Surtout que moi, j'avais retenu qu'une révolution, ça revenait à notre point de départ à l'arrivée. On pourrait y venir sur des aspects concrets. C'est quoi la révolution sur l'alimentation, la révolution dans l'énergie, la révolution... Ah oui, révolution sans ça. Alors, non, ce n'était pas le sens, mais tu pourras essayer de voir comment... Je vais essayer de voir, je te remercie. Bon, juste en quelques slides pour dire comment tout ça a démarré, c'est intéressant. Ça a démarré, on ne savait pas où on allait. Mais on s'est dit, est-ce qu'au moins on sait qui on est? Quel héritage on a? Quelles ressources on a? Et comment on travaille cette question-là? Et donc, ça a vraiment démarré par un processus culturel. Et notamment, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un TEDx, ceux qui connaissent les logiques de TEDx, qui s'appelle « Changer de lunettes pour changer de regard », et qui, en fait, part du fait que j'observe, je suis ornithologue, je n'ai pas grand-chose à observer dans le bassin minier, et sur les terris, je découvre un trachémoteux nicheur. Le trachémoteux est une petite espèce de passereau qui vit sur les pelouses alpines que je ne voyais que pendant mes vacances dans les Alpes. Et sur mon terri, je vois un trachémoteux qui retrouve des conditions d'habitat, des pierriers, etc., etc. Et ce jour-là, je change de regard sur mon terri. Donc je change de regard sur mon territoire, donc je change de regard sur moi-même, sur tous les acteurs du territoire, et s'ouvre une nouvelle aventure qui fait que les terris, d'ailleurs, qui sont le symbole de la détestation du territoire, deviennent d'une certaine manière le symbole du renouveau par leur qualité plastique. On fait du land art, par l'aspect naturel, c'est des reliefs extraordinaires, par une approche urbanistique. Le changement de regard a complètement changé les choses.
ça renvoie à la question des changements d'imaginaire par rapport à la question des transitions. Parce que si on n'arrive pas à enclencher ce changement de regard, alors on va toujours rester bloqué sur la nostalgie. Si je reprends cette image-là, vous voyez, si ça ne marche pas, l'enclenchement-là, ça va dans l'autre sens, ça s'appelle réactionnaire. Et regardez aujourd'hui dans les classes politiques qui se réfugient dans un retour au passé et dans cette logique réactionnaire. Je trouve que c'est extrêmement parlant dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez Trump, mais on a les mêmes en France. Hein. Donc, bon, voilà. Alors, oser changer de regard, nouvel imaginaire, et on va travailler à partir déjà à l'époque de recueil de la parole, de la mémoire collective. On va travailler qui on est. On a 29 nationalités qui sont venues travailler dans le bassin minier. Ça, c'est intéressant aussi pour la Creuse et tous les départements. Il n'y a pas de département où il n'y a pas de mouvement de population. Il y a des nouveaux, il y a des néos, comme on dit, des néo-ruraux. Et puis, il y a des gens qui ont toujours habité là. Mais comme nous. Moi, mes 4 grands-parents étaient issus de Los-Angeles. Et sur mes 3 frères et sœurs, il y en a 2 qui sont mariés avec des gens d'origine polonaise. Et voilà, c'est la vie. Et c'est génial. Le Placek, les Kluski Napagé, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu tout ça, font partie de l'enrichissement de notre culture. Donc, on crée un festival autour de notre histoire. Puis, via la révision du plan d'occupation des sols, et là, moi, je bloque toutes les analyses techniques en disant, mais un plan d'occupation des sols n'est possible si on a un projet de ville. Et c'est quoi un projet de ville quand on a fermé tout le charbon et qu'on a été construit pour le charbon? On est rentré dans 1 an et demi, que je ne vais pas détailler, mais d'écoute d'experts, de confrontation collective qui nous ont amené progressivement à dégager une vision. Et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les questions de coopération, moi, mon entrée, ma définition, alors tout ce que vous avez dit est hyper précieux, mais d'abord, il y a la question du but, de quel est ce qu'on appelle en intelligence collective l'objet art. Quel est l'objet art qu'on veut produire ensemble? Qu'est-ce qu'on veut produire ensemble? Et nous, ça a été produire une ville qui va revivre, quoi. Qui va pas. On avait 9 puits de mine, on incarne le modèle. Donc soit on se jette au canal parce que c'est foutu, il y a beaucoup de canaux dans le Nord-Pas-de-Calais, soit au contraire, on essaye de reprendre notre destin en main, et ça va passer notamment par la construction d'une vision pour la ville. Alors une vision, je dis souvent, c'est pas Bernadette Soubirous qui a vu la Vierge à Lourdes et qui dit « Ah, j'ai la vision de ce que je vais faire dans ma ville ». Il y a des fois dans les territoires, les gens disent ça, « Ah oui, vous avez la vision ». Non, ça ne marche pas comme ça. C'est un processus itératif, on s'écoute, on se confronte, on définit des axes, et puis progressivement, la vision, elle se dégage. Je parle bien entendu aux élus qui connaissent tous ces exercices et la difficulté de le faire. Voilà. Donc, on élabore un projet de ville, on a nos premières expérimentations qui sortent, qui en fait ne sont pas très glorieuses. Hein. C'est tout ce qui ne va pas, on va le corriger. L'eau était tellement polluée, 99 mg de nitrate, la norme est à 50, donc vous voyez, on est quasiment au double. Donc, on va récupérer toutes les eaux, toutes. Et aujourd'hui, tous nos bâtiments sont équipés de récupérateurs d'eau. Ça fait 15 ans qu'on ne consomme plus d'eau pour les usages de la ville. C'est de l'économie, c'est du cycle normal de l'eau. On infiltre, donc on arrête de submerger les structures d'assainissement de l'agglomération, donc ça coûte beaucoup moins cher. On limite les effets d'inondation parce qu'on a des effets tampons par l'ensemble de nos systèmes de récupération. Mais par contre, on se heurte. Alors, je dis juste cette petite blague parce que j'ai raconté tout à l'heure à un journaliste et je ne résiste pas au plaisir. Chacune de ces actions qui paraît être du bon sens va se fracasser sur toute une série de résistances au changement. Le préfet m'interdit pendant 1 an et demi d'installer les récupérations d'eau de pluie pour alimenter l'eau des WC. Alors, au bout d'1 an, mais ce pauvre préfet, il applique des normes. Ce n'est pas de sa faute. Il y a des normes, ils sont votées par les législateurs, il est là pour les appliquer. Au bout d'1 an et demi, alors qu'on a installé toutes nos cuves, etc., je prends la décision, je dis à mes équipes et tout, on y va. Et j'envoie une lettre au préfet. Je lui dis, monsieur le préfet, je pense que vous avez raison. Si un enfant descend sa tête dans la cuvette des WC et se met à laper l'eau qui est dans le fond du WC, je pense qu'il y a un problème sanitaire. Je suis d'accord avec vous. Il me semble que ce n'est pas vraiment le fait que ce soit de l'eau de pluie, mais que c'est plutôt le pipi ou le caca de l'enfant qui est passé avant qui pose un problème. Bref, je me suis foutu de lui. Il ne m'a jamais répondu. Le pauvre préfet, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Moi, j'ai dit à mes équipes, on branche. Ce qui renvoie à une autre aussi, ce n'est pas de la coopération, mais à une autre dimension, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi engager le faire. C'est-à-dire qu'une innovation, je reviendrai tout à l'heure, est une désobéissance qui a réussi.
Là, pour le coup, c'est une désobéissance de mettre de l'eau de pluie. Pour la petite histoire, en Belgique, c'est obligatoire hein, de connecter l'eau de pluie sur les WC dans les maisons. Bon. Donc, on engage nos premières expérimentations. Les maisons fuitent partout parce qu'on avait charbon gratuit. Donc, on commence à faire de l'éco-construction. 1997, premier appel d'offres, infructueux. Aucune entreprise veut répondre. Quelques années plus tard, les premières maisons HQE, puis les bâtiments énergie positive, les passive house, etc., etc. Puis nous devenons la Mecque de l'éco-construction. Les acteurs, donc là, petit mot sur les questions de coopération. Je fais une petite incidente au fur et à mesure. En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'un écolo au pays des Gaules Noires, enfin, on peut dire que c'est une erreur de l'histoire, mais un écolo avec les patrons du BTP, c'est pas non plus très, très simple. Sauf que les entreprises du bâtiment viennent me voir et me disent, mais en fait, monsieur le maire, vous mobilisez votre population, donc il y a un élan, enfin, il y a quelque chose de l'ordre de la mobilisation de la population. 2, vous avez une pensée des choses, vous les appliquez, et votre commune est un endroit où on peut tout voir, tout tester. Des bâtiments publics, des bâtiments industriels qu'on a réhabilités, des corons miniers, du neuf partout, du logement social, etc. Et donc, nous, on a envie de coopérer avec vous. Parce que nous, on a le Grenelle de l'environnement, c'est les Belges et les Hollandais qui nous piquent les chantiers parce qu'ils ont de l'avance. Donc, il y a des moteurs qui ne sont pas forcément les mêmes que les miens. Mais on a envie d'opérer ensemble pour faire avancer l'éco-construction. Ils sont venus installer le siège de la FFB, Fédération Française du Bâtiment à Los Angeles. Ils ont fait une opération qui s'appelle Ville Avenir avec 100 technologies de l'éco-construction où toutes les entreprises du Nord et donc venaient là. Donc Los Angeles est devenu the place to be. Donc, alors qu'on se moquait de nous avant, donc là c'était quand même cool. Tous les articles du Moniteur, de tout ça faisaient la place. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un engagement. Parce qu'il y avait des gens qui habitaient, on avait travaillé l'art d'habiter autant que l'art de construire, parce que plus les maisons deviennent écologiquement un peu pointues, plus, oui, il y a de l'expertise d'usage, donc toujours cette idée de travailler avec les habitants. Et puis, on avait des réalisations partout dans la ville, ce qui fait que même pour les entreprises, on pouvait aller montrer, enfin, on était dans le réel. Bon, c'est un exemple de coopération parmi d'autres. Bon. Et donc, ces expérimentations, j'arrête là parce que là, je vais consommer tout mon temps aux résultats. J'ai dit que je n'en parlerai pas des résultats, mais il faut quand même que je vous en donne quelques-uns. Encore un troisième, et puis j'arrêterai là. On fait 15 km de trame verte parce qu'on n'avait plus de nature. Et la trame verte, c'est une ceinture verte qui boucle la ville, qui marque la limite de l'urbanisation, donc on n'ira pas au-delà, donc pas d'étalement urbain, qui connecte les quartiers par l'extérieur. Il y a 7000 habitants à Los, il y a quand même des logiques d'équipements sportifs en périphérie, qui fait qu'on est sur des transports en écomobilité. On est sur des zones d'aménité, de loisirs. 6h30 du matin, il y a les vieux qui promènent leurs chiens. 9h, c'est les groupes de femmes avec des bâtons de marche au cas où elles se feraient attaquer. Elles avancent en groupe et elles font leur petit tour. Fin d'après-midi, c'est les enfants qui viennent à vélo. Et passé 22h, c'est les amoureux qui viennent pour d'autres raisons. Donc la ceinture verte a multiples usages. Et donc, déjà, c'était en soi une réussite incroyable et qui est articulée autour de la question du lien entre les quartiers, lien entre les usages. Et on a planté des arbres fruitiers en accès libre, un peu comme dans les pays de l'Est, parce qu'il y avait de la place, et on avait 6 à 10 mètres de large sur tout le tour de la commune. Et s'est développé sur la ceinture verte un trafic de confiture. Parce qu'en fait, il tombait des fruits partout. Donc les gens, je raconte souvent ça, et souvent je demande aux gens, mais là, à mon avis, ça va être 100%. Qui a ici déjà fait des confitures ? Voilà, ça fait vraiment beaucoup de monde. Bon. Et donc, quand vous faites des confitures, vous ne faites pas un pot. Donc, ça va faire une vingtaine de pots dans une bassine. Bon, vous allez en garder pour vous, vous allez en donner à vos parents ou à vos enfants selon votre âge, et peut-être que vous allez en donner un à votre voisin. Si vous donnez un pot de confiture à votre voisin, il ne vous fera plus jamais la gueule. Si vous mettez des tuyas de 3 mètres de haut ou un grand mur pour surtout jamais le voir, et que vous voulez une plus grosse bagnole que lui, ça finira en conflit de voisinage chez le maire. Conclusion, planter des fruitiers est bon pour le vivre ensemble. Voilà un exemple de ce qu'on peut appeler une entrée systémique. Et d'ailleurs, c'est bien de la coopération, le trafic de confiture. On est d'accord. C'est du don, bien entendu. Des murs contre
de la gelée de pommes. Bon, donc on développe plein d'expérimentations comme ça qui commencent à produire toute une série de résultats et qui nous amènent à ce que progressivement un écosystème apparaît, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable de tout faire, quoi. On est ensemble, on a une implication habitante extrêmement forte, on a des résultats, on commence à être repéré. Donc, quand on va chercher des financements et qu'on est capable d'être porteur d'innovation, c'est beaucoup plus facile de les obtenir. Bref, il y a un effet de dynamique incroyable qui s'enclenche. Parfait, Jean-François, parce que j'ai un rebond et une question. Comment financer, au moins au début, mais même après, le passage à l'éco-construction ou la question de la rénovation de l'habitat de manière générale? Enfin, est-ce que vous aviez des fonds exceptionnels? Vous étiez les premiers ou comment ça s'est passé à l'amorçage? Il est certain que, alors, ingénierie. Alors, dans ma commune, une commune de la taille de Los Angeles, en général, il y a un cadre A de l'administration. Ceux qui connaissent les cadres A, c'est DGS, secrétaire de mairie, bon, voilà. Moi, j'avais fait le choix de me doter d'une ingénierie très forte. Donc, on était 7 cadres A. Donc déjà, on avait une capacité à penser. D'ailleurs, au début de l'éco-construction, c'était très étonnant, comme des gens du bâtiment venaient nous demander de nous appuyer sur notre cellule interne, parce qu'on avait développé une expertise en pratique qui était supérieure à ce qu'ils étaient capables de développer eux. Ils avaient des super ingénieurs. Mais la réussite de l'éco-construction, ça va être la situation urbanistique, ça va être le comportement des usagers, ça va être toute une série de questions qui ne sont pas que des questions de règles à calcul et des financières. Donc, une ingénierie. 2, une volonté farouche et qui fait que quand vraiment la maîtrise d'ouvrage, elle tient, eh ben, en face, ils essayent de trouver les éléments de réponse. 3, quand vous défrichez un sujet, il est beaucoup plus facile d'aller chercher des financements pour l'innovation, surtout quand vous commencez à avoir quelques résultats. Bon. Et du coup, à un moment donné, la situation s'est inversée. Je recevais des bailleurs sociaux qui me disaient « Monsieur le maire, je voudrais développer une opération de logement social. » Des bailleurs qui n'avaient jamais travaillé avec la commune. Alors je disais « Oui, évidemment, ils se mettaient en 4, ils essayaient de montrer leur procédé constructif et tout. » Et dans les 6 mois, je savais, mais c'était la règle du jeu, qu'ils passeraient 2 pages complètes dans leur journée, dans leur Habitat 59-62, ou enfin les structures de logement social, pour dire à Los Angeles, nous avons fait, etc. C'est-à-dire que la situation s'était renversée, c'est-à-dire que maintenant, c'était les acteurs qui venaient à nous parce que nous étions devenus une référence et qu'ils avaient besoin de ça. Et ils amenaient leurs équipes en formation à l'os. Et on avait... Alors en plus, moi, je suis assez fan d'évaluation, donc on allait toujours regarder les impacts directs et indirects de nos opérations, qu'est-ce que ça provoquait sur les riverains, enfin, un gros boulot à cet endroit-là. C'est pour ça que j'étais beaucoup intéressé parce que vous disiez sur les différentes dimensions de la coopération par une entrée sociologique, justement. Et donc, à un moment donné, on devenait un lieu de formation in situ. Et effectivement, parce que notre commune, à un moment, on était dans les 100 plus pauvres de France. Donc, ce n'est pas une affaire de budget, c'est vraiment une affaire de volonté politique et de se donner des moyens. Alors, on a eu plein de projets pilotes, je vais très vite balayer dans les slides d'après, mais on a eu un élément très important, c'est la légitimité démocratique. Et là, j'insiste là-dessus parce que il est de coutume de dire, dans le monde des élus, dont je fais partie depuis longtemps, que la population n'est pas prête pour la transition. À Los Angeles, nous avons fait 82,1% des voix. Le virgule 1 est très important, puisque du coup, c'est le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, et qui à égalité avec Bondu. Bon, Bondu, c'est les milliardaires roubaisiens de la laine et compagnie. C'est donc pas vraiment le même vote qu'à Los Angeles, mais tous les deux, on a fait 82,1. Et on ne peut pas forcer les gens dans l'isoloir. Et à l'élection d'après, il n'y avait plus de liste, donc on a fait 100%. Souvent, les gens disent, oui, mais il y a eu combien de votants? Il y a eu plus de votants que sur la moyenne du département. On va avoir un petit chapitre sur la participation habitante, parce que ça veut dire que ce n'est pas la question de la transition qui est antipopulaire, c'est la façon dont on la met en œuvre. Et les processus pour les mettre en œuvre, notamment dans des processus ascendants de co-construction et d'implication habitante. Et là, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire c'est quasi un plébiscite, quoi. Pour moi qui
qui, alors certes, je suis connu dans ma commune et tout, mais pour faire le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, ça veut dire que ça a déplacé des gens de droite qui sont venus voter sur ma liste par le fait de la transition et du renouveau de la ville. Donc ça me paraît important de le pointer. Alors, juste deux choses. La première, il reste une vingtaine de minutes. Voilà. La deuxième, c'est une question, et c'est presque pour moi sans doute un enchaînement vers la suite. Pourquoi cette expérience à l'os qui semble faire modèle à plusieurs échelles, mais a commencé en local, n'a pas fait boule de neige? Voilà, je te laisse chez les communes voisines, dans le bassin minier. Ok. Alors, ça fait une drôle de boule de neige. Ça ne fait pas complètement boule de neige, mais ce n'est pas non plus un échec complet. Un jour, d'ailleurs, on avait un stagiaire qui était thésard en mathématiques sur la théorie des fractales et qui m'a expliqué que c'était tout à fait normal, que ce soit le plus dur autour de chez soi. Mais il y a un dicton qui dit « Nul n'est prophète en son pays ». Moi, je ne suis pas prophète, mais ça s'explique. Plus je suis loin de Los Angeles, par exemple ici, moins je peux vous provoquer des faits de jalousie, de crispation, de tension historique. Et à la limite, bon, vous êtes venu, c'est que ça, a priori ça vous intéresse, vous êtes plutôt bienveillant. Enfin bref, ça se passe bien. Plus je suis près de chez moi, j'avais des collègues politiques, maires, qui étaient très gentils avec moi par devant. Et quand ils étaient dans leur section politique, ils disaient qu'il faut mettre un cordon sanitaire autour de Los Angeles. Comme si on était une maladie, cordon sanitaire, pour pas que ça communique. Et ça, c'est l'un des problèmes de l'action politique, c'est qu'à un moment donné, il y a des élections. Et dans les élections, c'est un des sujets qui me taraude depuis 25 ans, c'est le couple compétition-coopération. Parce que quand vous êtes élu, à un moment donné, vous allez être en compétition avec d'autres. Et après, il faut refaire de la coopération. D'où ce que la population décrit comme le bal des faux-culs, c'est-à-dire qu'on fait ami dans tous les cocktails. Alors, j'ai plein d'amis chez les élus, partout où on est, oh ben oui, mais ils sont pas si mal que ça dans le camp opposé, enfin humainement. Mais dès qu'on reprend des positions, de postures liées à ce qu'on porte, et je porte pas de jugement, enfin il y a des idéologies qui sont pas les mêmes, on retombe dans cette tension. Ce qui fait que j'ai eu cette expérience incroyable, que des maires venaient à la cérémonie des vœux que je faisais à Los Angeles, ils prenaient des idées de ce qu'on faisait, ils venaient me voir, ils disaient ah, ça c'est génial, le pédibus, comment tu fais le pédibus, ah c'est génial, enfin plein de trucs comme ça. Mais quand ils se retrouvaient dans des postures collectives, c'était attention, faut pas laisser d'espace, quoi. Bon. Et donc plus ça s'étale, plus c'est facile. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, mais bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se faire harakiri quand on est élu, hein. Mais le fait que je ne sois plus maire depuis le mois de mars de l'an dernier, la personne qui m'a succédé me dit que c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que, en plus, à une époque donnée, j'étais le petit jeune j'étais hors de leur contrôle. Il faut dire que la classe politique chez nous, elle est beaucoup basée sur le contrôle, et que du coup, ben, moi, j'envoyais paître le préfet, j'envoyais paître aussi, des fois, mes collègues qui disaient « je ne veux pas le faire », ben, c'est pas grave, je le ferai tout seul, mais j'étais autonome dans ma pensée. Bon. Donc, quand dans la phase d'émergence, c'est compliqué, aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la situation se retourne. D'ailleurs, on a accueilli les TEPOS, donc 600 participants venus de toute la France, avec une forte implication de l'agglomération. Voilà, il y a un temps, et peut-être aussi qu'à une époque, j'étais peut-être un peu énervé et que j'avais envie de leur rentrer dedans parce qu'ils me bloquaient pas mal de mes projets. Quand j'étais jeune maire, j'ai peut-être à balayer devant ma porte aussi, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même majeur. C'est un de vos sujets ici, c'est on sait qu'il y a des différences politiques, je me permets de dire un mot là-dessus. On sait qu'il y a des couleurs politiques et elles expriment, c'est la démocratie. C'est pour ça que je disais que la question de l'objet art est centrale. Moi, la question que je pose, c'est celle des contrats entre les politiques. Qu'est-ce que sur le temps d'une mandature, on peut ensemble porter, qui soit un projet rassembleur dans une logique de coopération? Et je trouve que de ce point de vue-là, la question de la biovallée est extrêmement intéressante. Vous êtes sur plusieurs communautés de communes, vous échappez à des logiques de contrôle à l'interne, etc. Et donc vous avez la capacité, je pense, de dégager du cap avec de la vision, puisque le biovallée est venu comme ça, par la volonté de ces acteurs publics. Bon, et donc je pense que
La compétition, oui. D'ailleurs, un jour, j'ai même rencontré un élu qui m'a dit, moi, j'ai trouvé la solution. Je passe des pactes avec mes collègues et je leur dis, le pacte s'arrête 6 mois avant l'élection. Alors, il se passe autre chose. Et chacun vend son bilan. Mais voilà, peut-être que c'est pas complètement idiot. Alors du coup, je te propose, parce qu'il y a 2 questions qui sont arrivées sur la diffusion sociale du changement et la participation habitante. Nous y venons. Je vais venir à la participation habitante. Donc, je voulais quand même insister sur la légitimité démocratique pour dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce qu'une population refuse par principe la transition. Au contraire, et notamment chez nous, où on n'avait pas des gens bac+8 ou créatifs culturels, comme on dit aujourd'hui, pour appeler les bobos. Bon. Alors, là, on est un peu dans une analyse un peu techno, mais c'est parce que si Los Angeles a des résultats, j'en listerai très vite comme ça, sur le plan énergétique, sur le plan environnemental, etc., etc., de mon point de vue, c'est d'une part parce que tout se fait en processus de co-construction avec les habitants, tout, j'en donnerai des exemples, premièrement, et deuxièmement parce que dans tous nos projets, on essaye d'avoir une logique systémique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va produire en approche de création de richesse d'économie, qu'est-ce que ça peut provoquer en logique sociale, qu'est-ce que ça peut provoquer sur le plan environnemental. Bon. Et donc, ça nous donne effectivement le fait que le point de départ, c'est l'implication des acteurs. Alors, quand je dis habitants, le terme est impropre, hein, ça peut être des acteurs socio-économiques, les agriculteurs, on a transformé le modèle agricole avec les agriculteurs, les commerces avec les commerçants, etc. Alors, ce qui est intéressant de regarder à cet endroit-là, c'est que si moi je dis à la population de Loos, venez discuter avec moi du réchauffement climatique, il y aura mes 2 copains monomaniaques du réchauffement climatique, on sera 3, et on dira, mais les gens sont cons quand même, quoi. Enfin, c'est tellement grave, le réchauffement climatique, c'est incroyable, quoi. Ben ouais, mais ça marche pas comme ça. Les gens, ils ont leurs enfants, ils ont leurs loisirs, ils ont leur club de sport, ils ont des heures de boulot, enfin, chacun a sa vie. Et donc, moi, la première leçon que j'ai prise, c'est que si on ne part pas des enjeux des habitants, des acteurs, eh ben, ça ne marche pas. Et donc, de la même manière, je disais que le processus d'écoute est central dans la reconnaissance de ce que sont les habitants. De la même manière, c'est en partant des problèmes. Moi, je me réjouis des pétitions qui arrivent dans ma commune. Ma secrétaire, au début, elle me disait, monsieur le maire, il y a une pétition qui est arrivée. J'ai quoi, on a dit, une pétition. Une pétition, c'est génial. C'est des gens qui, ensemble, décident d'essayer d'élaborer un texte, d'aller taper aux portes des voisins pour faire signer. Enfin, il y a une énergie là-dedans. Et moi, j'accepte que les pétitions, d'ailleurs, après, ça s'est transformé dans la ville, que s'il y a l'adresse et le contact numérique. Parce que du coup, on invite tout le monde et hop, on entre dans un processus de co-construction à partir de leurs problèmes. Qu'il s'agisse d'une entrée d'école dangereuse, en sécurité routière ou de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, partir des habitants, partir des acteurs, c'est central. On ne change pas l'agriculture sans les agriculteurs. Si on ne part pas des problèmes des agriculteurs et qu'on leur explique ce qui serait bon pour eux, c'est difficile. Et donc, ça veut dire que c'est une posture d'écoute active qui va d'ailleurs mobiliser des savoir-être, des capacités de reformulation. Enfin, il y a un travail d'ingénierie, d'où le fait que moi je suis devenu accro aux facilitateurs, parce qu'il n'y avait pas de facilitateur quand j'ai commencé. Quand vous avez un facilitateur qui construit le processus, qui donne des règles du jeu, qui sert de tiers médiateur, alors la construction est beaucoup plus facile. Donc, partir des problèmes. Tous nos projets sont en co-construction. On refait une route départementale en co-construction. Simplement, la largeur de la route, il n'y a pas à discuter. Ce sera au moins 5,50 m parce que des convois exceptionnels passent. On définit ce qui n'est pas discutable. Mais est-ce qu'on met une piste cyclable? Est-ce qu'on met des parkings? Est-ce qu'on met des arbres? Il faut qu'il y ait du grain à moudre pour qu'il y ait participation. Et ça, c'est le grain à moudre de la participation qui va permettre de le traiter. Du coup, ça veut dire que quand on commence à procéder comme ça, je vais terminer après, ça génère un effet d'écoute et de reconnaissance des acteurs. Si je te parle, que je te pose la question, c'est que tu existes. Donc il y a plein de gens qui ont le sentiment d'être devenus invisibles. Donc la question de reconnaissance est centrale. 2, les projets sont améliorés par l'expertise d'usage et la créativité, donc intelligence collective. 3, les projets sont plus efficaces parce que quand on a été associé à quelque chose, on en fait un peu son affaire. 4, ça réarticule l'action des élus que nous sommes
avec les habitants, dans la mesure où du coup la qualité de l'arbitrage est attendue, les élus jouent un rôle, eux-mêmes se forment et apprennent des habitants, mais à un moment donné, la légitimité, pendant les 6 ans du mandat, elle est chez les élus. Et du coup, au lieu que les élus soient une caste là-bas qu'on critique et les habitants une autre partie, ça réarticule démocratie participative et représentative. Et 5e élément, ça provoque, on entre en consommateur de son intérêt particulier, ce qui est normal. Quand on va voir le maire, c'est pour défendre son problème ou faire son idée. Mais par ce processus-là, on comprend que tout le monde ne pense pas comme nous, que finalement, comme m'a dit un jour une dame à la fin d'une réunion publique, elle se lève et elle dit « Vous savez, monsieur le maire, hein, je me dis, ça doit quand même dur d'être maire. Hein, bon. Quand vous entendez tout ce que tout le monde raconte, et la somme des intérêts, des je veux et des intérêts particuliers de nous tous ici n'est pas, la somme et la moyenne plutôt, ça n'est pas l'intérêt général. Donc comment on construit l'intérêt général et comment on reprend en question la question des communs. Donc ces sujets-là, c'est parce que vous avez pris un certain nombre de processus que vous montez en capacitation. Alors, si on veut faire brancher, on dit empowerment. Voilà. Retrouver du pouvoir d'agir et qui, du coup, permet, quand vous avez une population qui est en capacitation, permet de coopérer. Parce qu'une des choses que j'avais envie de dire aussi, mais j'avais envie de dire mes choses pendant que vous faisiez votre topo, c'est que pour coopérer, il faut exister. Si on est, vous l'avez dit avec vos mots. Si je n'existe pas au sens où je me sens pas digne, alors je ne peux pas rentrer dans le processus de coopération. Bon, et donc, c'est extrêmement important pour moi que cette capacitation habitante permette à chacun d'être présent sous des formes diverses. Ça peut être sous des formes collectives, parce que tout seul, on n'est pas tout de suite à l'aise pour le faire. Mais en tout cas, cette notion-là, elle me paraît très importante dans le processus de coopération. Donc, troisièmement, soutien aux initiatives habitantes. Donc, on a lancé un processus qui s'appelle 50-50, c'est-à-dire droit à l'initiative des habitants. Ils ont une idée sur un quartier, ça se rajoute au travail de la commune, ok, mais on ne dit pas non. On dit, mais simplement, il va falloir remonter ses manches. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous, on fait? Donc, fleurissement, c'est la ville amène jardinière une fois pour toutes et met les fleurs une fois pour toutes. Les habitants désherbent et arrosent. Je répète, je ne fais pas tondre le terrain de foot aux habitants. Ça, on le fait en service public. Mais toute initiative qui veut aller plus loin est bienvenue. Donc, reconnaissance du droit à l'initiative, implication des habitants. Les fleurs n'ont jamais été aussi belles que depuis qu'il y a des quartiers comme ça où les gens s'en occupent eux-mêmes. Ça devient leur affaire, le bien public. Et on a même refait les chemins agricoles. Au lieu que ça nous coûte 100 000 euros, ça nous a coûté 30 000 euros parce que nous, on a payé le rouleau et les matériaux. Et les agriculteurs ont transporté les matériaux et les ont étalés. Et depuis, les agriculteurs labourent plus les chemins, parce que 5 cm de prix, c'est toujours ça, mais 5 cm tous les ans, à la fin, le chemin, il se réduit. Ils les labourent plus, vu qu'ils les refont. Et quand les télés viennent faire un sujet sur l'Oswald Pilote développement durable, je dis, allez voir les agriculteurs. Vous imaginez la lutte des classes entre un écolo et les agriculteurs. Mais en fait, alors qu'ils sont dans le moule industriel. C'est l'une des raisons qui fait que, ensuite, on a réussi à basculer jusqu'à ce que 40% de la surface agricole utile de l'Ost, qui fait 820 hectares, donc c'est quand même pas rien, qui était tout en open field, en grande culture, a basculé sur du bio et du local. Parce qu'un minimum de conditions de reconnaissance était là, parce qu'on avait un but ensemble, retrouver le contact avec la population, sortir de l'agribashing, recréer les circuits courts alimentaires, parce qu'on les prenait comme ils étaient. D'ailleurs, on a fait un son et lumière à partir de paroles recueillies pendant un an, des anciens, etc. Qui sont les agriculteurs? De où ils viennent? Ceux qui racontent que leur père, il mélangeait le produit chimique et il disait, tu sais, Jean-François, ma père, il garde au Saint-Broye, il était tout jeune, pendant 1 semaine. Alors, c'est normal qu'il fasse le Parkinson. Bon, mais si on n'écoute pas ces trucs-là, on ne peut pas rentrer en capacité à construire ensemble. Je reviens aux fondamentaux, pour moi, de la coopération, d'accueillir les gens comme ils sont. On ne peut pas entrer en transition si on vous demande de vous renier. Ça, c'est vraiment une question clé pour moi. Et si on arrive à faire ça, alors on embarque et on soulève des montagnes. Bon, je ne vais pas reprendre les résultats, mais disons que faites-moi confiance. Il y en a. Voilà, je n'ai pas le temps de vous le détailler. On vous enverra les chiffres. Même, vous aurez la présentation. Il y en a en énergie. Alors, on aurait voulu détailler, mais on a tous les procédés de l'éco-construction. On est avec l'ensemble des énergies renouvelables. On a développé un plan solaire. Alors, si ça, quand même, je décrypte que le plan solaire.
Nous sommes les produits du charbon. Nous avons participé au dérèglement climatique. On en est même mort. Bon. La question énergétique est centrale pour nous. Donc, au début, j'ai voulu mettre une première centrale solaire au pied des terris. C'était Rifkin, avec qui je travaillais beaucoup. Certains connaissent peut-être Jeremy Rifkin, prospectiviste américain, qui se faisait prendre dans les capteurs solaires au pied des terris. Les terris, c'était la dette en carbone, et le solaire, c'était le monde de demain. Ensuite, on a fait les services techniques. Ensuite, on a fait l'établissement personnes âgées. Et là, on a commencé à faire l'église, parce qu'il fallait refaire le toit de l'église. Donc, bien entendu, processus de co-construction. Et on a associé toute la communauté catholique à la question de l'Église. Donc à l'intérieur, il y en a qui étaient d'EDF, qui posaient des questions que j'étais incapable de répondre sur les onduleurs, etc. D'autres, c'était sur le polycristallin. Mais ce qui jouait, c'était pas ça. Ce qui jouait, c'est qu'ils prenaient leur part. Et puis donc, on a inauguré l'Église. Et pour inaugurer l'Église, j'ai invité le pape. Bon. Et le pape n'est pas venu. Bon. Et alors, ce qui était incroyable, c'était que les gens de la communauté catholique venaient me tirer par la manche en disant, vous savez, monsieur le maire, il ne faut pas en vouloir au pape. Vous savez, il a beaucoup de choses à faire, etc. Mais bon, l'évêque nous a fait une lettre absolument incroyable, disant que l'Église prenait sa part de la transformation du monde. En plus, Laudato Si, si vous vous rappelez de cette encyclique, pour ceux qui suivent un peu, est incroyablement révolutionnaire en matière de transition. Donc l'évêque nous a fait une magnifique lettre. Et la communauté catholique est devenue au premier rang des acteurs de la transition. Et c'est comme ça qu'on a créé ensuite la SAS avec participation habitante, une petite partie de la ville juste pour être autour de table, et puis la SEM Énergie du Nord-Pas-de-Calais, bref, pour s'attaquer aux toitures publiques de la ville. Donc ça, c'était il y a déjà quelques années. Tenez-vous bien, aujourd'hui, toutes les toitures publiques de la ville sont couvertes de solaire, toutes publiques, enfin celles qui sont au sud, celles qui sont au nord, non. Et on cherche des toitures. On a trop de sous. Parce que bien qu'on ait affaire à des gens pauvres, 120 familles qui mettent une partie de leurs économies à l'équivalent du livret A, c'est extrêmement puissant. Et du coup, les habitants de l'Osse considèrent que le solaire, ce n'est pas une lubie d'écolo, etc. C'est un investissement dans lequel ils interviennent, qui nous a valu une reconnaissance. Je pape n'est pas venu, mais bon, quand même. Du coup, la revue Regard, je ne sais pas si ça existe chez vous, c'est la revue des cathos, du Nord-Pas-de-Calais. Ça fait au moins 3 fois qu'on passe avec la toiture de l'église dans le Move, quoi. Enfin, bon, donc... c'est extrêmement fort, ces processus de participation habitante. Et là aussi, c'est des formes de coopération, parce que même l'actionnaire, même l'entreprise qui a monté, a voulu devenir actionnaire, en disant, bah, comme ça, de toute façon, moi j'ai un intérêt. Et nous, on y voyait aussi un intérêt que ça marche bien, son système. Alors, juste pour dire, exemple de résultat, de l'éco-construction dont j'ai parlé tout à l'heure, on est arrivé à ce que des réseaux de recherche viennent travailler à Los Angeles. On a fait un premier cluster avec acteurs de la formation, acteurs de la recherche, entreprises, etc. Et de ça, on a sorti un pôle de compétitivité. Et alors, vous, ça ne vous parle peut-être pas, mais pôle de compétitivité dans les milieux branchés économiques, c'est pôle de compète. Et pôle de compète, c'est qu'on cause à l'international, qu'on est high level, quoi. Enfin, vraiment. Et nous, on est les derniers de la classe et on a le pôle de compète sur les matériaux durables pour toute la France. Et c'est extrêmement important parce que ça renvoie à la question de la fierté dont j'ai parlé tout à l'heure, la question d'identité, de où on vient. Et quand on retrouve la fierté de repasser dans ceux qui ont tiré les leçons de l'histoire, c'est extrêmement puissant. Bon, je n'ai pas le temps de développer, mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est très important aujourd'hui. Alors, oui, quand même, l'inscription UNESCO, quoi, qui derrière ça fait que, et là aussi ça parle à la Biovallée, c'est parce qu'on a des résultats progressif, d'abord à petite échelle, puis qui monte en puissance, qu'un jour, on ose dire, et pourquoi l'histoire des mineurs ne vaudrait pas l'histoire des rois? Et donc, on s'embarque à l'UNESCO, ça prend 10 ans, et au bout de 10 ans, le bassin minier, à l'unanimité de tous les pays, à Saint-Pétersbourg, est classé patrimoine mondial de l'humanité. Et là, je ne vous dis pas la puissance que ça peut avoir dans un territoire, quand des gens qui se sont sentis sous le joug, déclassés, retrouvent cette dimension-là. J'insiste là-dessus parce que c'est au cœur aussi des processus de coopération et de capacité d'entreprendre.
Parce que c'est comme un enfant, si vous le brimez, si vous lui interdisez tout, votre gosse, il va être sage. Hein, il va être sage. Mais dans la vie, comment il va être armé? Bon, quand on travaille la question de la confiance, et c'est vrai qu'une population, c'est vrai que des acteurs, tout est possible. On est devenu démonstrateur national pour l'ADEME sur la question de la conduite de changement, c'est-à-dire l'embarquement des acteurs. Ça, je vais terminer là-dessus, sur ça et la fabrique des transitions pour rester dans le délai. Tout le jus de Losangoël que je vous ai fait de façon aujourd'hui un peu en zigzag, parce que j'ai essayé d'avoir le fil de la coopération, ceux qui m'ont déjà entendu dire doivent se dire, voilà, mais c'est comme ça. Mais c'est pas grave parce que tout le jus, il est là. Donc qu'est-ce que ça dit? Si vous déstabilisez les gens, que vous les reniez, que vous ne les considérez pas, alors il ne peut pas y avoir le début d'une construction collective. Donc, tout le travail autour des approches narratives, la mise en récit des territoires, leur histoire. Qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire de ces territoires? Où on en est aujourd'hui et donc comment on pense en trajectoire? Parce que quand on réfléchit d'où je viens, où je suis, la ligne, c'est de dire vers où je vais. Il y a plein d'acteurs qui ne sont pas posés en logique de trajectoire, qui sont ici et là, maintenant, on essaye de se débrouiller. Remettre en trajectoire, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, on voit bien que là-dessus se dégagent des logiques de valeurs communes, et du coup, ça aide à définir une vision dans le territoire. Parce que sans vision dans un territoire, il ne peut pas y avoir de coopération dans un territoire, de mon point de vue, puisqu'on ne sait pas ce qu'on veut porter et ce qu'on veut construire ensemble. Sur cette histoire, ce socle, ce qu'on a observé, c'est que ce sont des humains qui vont faire les pas de côté. Ce n'est jamais les organisations qui vont faire les pas de côté. C'est les individus dans les organisations. Donc, il faut reconnaître la question des leaderships. Sauf que ce n'est pas des leaderships à la De Gaulle ou à la Sarkozy, on pourrait dire. Ce sont des leaderships de service, des leaderships coopératifs, qui se mettent au service d'un processus ascendant et au service de la construction d'un collectif. Et vous pouvez les avoir dans les associations. Moi, j'ai réussi à travailler avec les agriculteurs parce qu'ils se sont dégagés des leaderships. Dans les associations, dans les syndicats, dans des quartiers, dans les élus. Donc la reconnaissance de ces leaderships, de comment on les accompagne, comment on les forme, comment on les accueille. Et alors souvent, ça va être des alternatifs. Ça peut être des gens qui font le pas de côté. Mais justement, soit on les traite comme tels, soit au contraire, on regarde comment on va opérer ensemble. Coopérer, à partir de quoi on peut se définir ensemble des visions partagées, qui sont au début pas forcément systémiques, qui peuvent être sur des objets analytiques, mais qui vont permettre de construire de la confiance et d'entreprendre des coups d'après. Vous aurez compris que Losangoël, c'est qu'une succession de petites réussites qui en permettent une autre, et en permettent une autre, et ainsi de suite. Les 4 piliers de la réussite de Losangoël, ce sont les processus d'implication habitante pour toutes les raisons que je vous ai dit, une pensée, une action systémique, ce qui nous a amené à transformer complètement le modèle managérial dans la mairie. On s'est formé au mode projet, on s'est formé au groupe de pairs, on s'est formé au REX, aux espaces de réflexivité pour accueillir les bugs, parce que quand on commence à innover, eh ben on se plante. Si on innove, il faut qu'on ait un droit à l'erreur. Donc d'ailleurs, je viens du coup à la 3e pilier, c'est que si on veut aller vers l'avenir et inventer, ben oui, il y a la page blanche et on ne sait pas tout. Et donc, il faut l'accepter comme tel. Et donc, ça veut dire comment on construit, derrière ça, il y a le mot confiance, comment on construit les éléments de la confiance qui vont permettre d'accueillir l'innovation, qui vont permettre d'accueillir la désobéissance. Et à cet endroit-là, je rappelle une phrase de Gilles Deleuze, philosophe de 68, qui dit, elle est high level aussi, c'est la qualité des collectifs qui permet l'expression des singularités. Ça veut dire quoi? Si vous avez un collectif de qualité, une équipe de foot, la France, 98, Coupe du Monde, collectif merveilleux, chaque joueur apporte sa singularité et enrichit le collectif. Collectif de qualité, gens de qualité. Si vous avez un collectif de merde, la France, 4 années plus tard, à Krishna, Coupe du Monde, ils arrivent et ils disent « Ah non, nous on ne joue pas, on fait grève ». Tout le monde les regarde, nous, on est en Coupe du Monde, mais on ne joue pas. Collectif de merde, individu de merde. Individuellement, on les prend tous, alors qu'ils ne sont pas forcément comme ça. Mais... Et moi, j'habite pas très loin d'une ville qui est un fief d'extrême droite.
Je regarde ce qui se passe à Los Angeles, je regarde ce qui se passe dans cette ville, je ne vais pas en dire plus. Ce n'est pas la même qualité des collectifs. Donc j'insiste là-dessus parce que la qualité des collectifs est un élément majeur, notamment pour la question d'innovation. Parce que si vous avez un collectif de qualité, vous allez accepter que quelqu'un prenne des initiatives et qu'il ne réussisse pas à tous les coups. Ben ouais, l'innovation, c'est une désobéissance qui réussit, mais elle ne marche pas à tous les coups. Bon. Et le dernier point, c'est ma petite poétique personnelle, l'étoile et les cailloux blancs. Dans ce que je vous ai dit, raconté, en arrière-plan, il y a cette idée qu'on ne fera pas la transition par la morale et la contrainte. On ne la fera que par une entrée de désir, désirable. Alors, une étoile, ça veut dire qu'on a besoin d'étoiles qui sont dans le ciel et qui nous donnent envie d'y aller. Alors, les étoiles, elles peuvent prendre plein de formes. Hein. Manger toutes des choses qui, il y a 8 heures, encore étaient dans le champ. Ça peut être une forme de rendre désirable l'alimentation. Mais nous, je vous prends l'exemple du solaire. Notre étoile, c'est d'être peut-être la première ville intégralement solaire de France. Peut-être on n'y arrivera pas. C'est une étoile, elle brille, elle nous fait envie. On a envie d'aller vers ça. Mais si on n'a que les étoiles, on a le risque d'être en frustration parce qu'on est en permanence dans le rêve et ce n'est pas pour nous. Donc il faut mettre des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Le premier caillou, c'est la centrale au pied des terris, puis les services techniques, puis l'église, puis le garage automobile, puis l'école Basely, et ainsi de suite. L'étoile et les cailloux blancs, ça permet de tenir le rêve et le réel, le concret. Ça permet de tenir le long terme, la vision, le cap, et pour coopérer, il faut un cap. Et donc, ça permet d'avoir le cap et en même temps, pas à pas, d'être dans la capacité pour chacun d'y trouver sa place. Voilà. Et ça, c'est absolument fondamental. Alors, je termine sur la fabrique des transitions pour dire que de tout ce travail-là, on a regardé avec d'autres communes en France qui avaient des réussites systémiques. On en a dégagé un référentiel. On a dégagé des invariants qu'on trouvait dans toutes ces communes. Dans toutes ces communes, on trouvait une entrée patrimoine-culture. Dans toutes ces communes, on trouvait une entrée implication des habitants, et ainsi de suite. À partir de ce référentiel qu'on a produit, on avait des grands réseaux en France qui étaient autour de nous, qu'on appelait le groupe Miroir, et qui nous ont dit là, ce qui est passionnant dans votre histoire, c'est que vous partez du réel des territoires qui ont fait. Pourquoi ça a marché? Donc ça, c'est extrêmement puissant. Et donc, on a envie que vous avanciez. Et donc, les ministères ont eu envie qu'on avance. Et donc, on a pris une forme d'alliance qui s'appelle la fabrique des transitions, avec une charte d'alliance. On n'est pas adhérent à une association, on ne parle pas au nom de tout le monde, ce n'est pas un endroit d'embrigadement. C'est un endroit où on dit un certain nombre de choses, où on a envie de faire ensemble. Et aujourd'hui, on a 420 organisations qui se sont mises en alliance. Des réseaux de chercheurs dans le champ de l'économie, de la biodiversité, de l'énergie, des sciences sociales, et ainsi de suite, des sciences de la communication sur la mise en récit. Ça fait une communauté apprenante. À l'intérieur de ça, on développe 2 stratégies. 1, la communauté apprenante produit des ressources. Par exemple, la mise en récit des territoires, qui n'est pas le marketing publicitaire. Hein. La mise en récit, c'est de où je viens, qu'est-ce qui se passe, comment on m'écoute, comment c'est inclusif pour moi et comment je vais trouver ma place, et ainsi de suite. La mise en récit. Eh bien, on a une communauté apprenante sur la mise en récit qui va permettre d'aider les territoires à mouliner ça. Et on développe ça sur les modèles économiques territoriaux, etc. Et de l'autre côté, on fait de l'accompagnement de territoire, mais ça, je ne vais pas trop le détailler, parce que c'est des logiques d'accompagnement en cohorte de territoire. On les prend en groupe pour traiter les questions de conduite de changement. Et par exemple, on a accompagné le plan Avenir Montagne du gouvernement, donc 60 territoires de montagne, en rupture avec les modèles notamment du ski. Comment on peut les introduire? Alors c'est marrant parce que moi je viens de l'or noir et eux ils ont un problème d'or blanc, donc, ça les intéresse vachement parce qu'ils disent mais on arrive à ça nous. On arrive à la fermeture de comment on fait quoi. Voilà. Et on développe avec plein de régions. Voilà. Ce que je vous dirais en mot de conclusion, c'est bon, c'est un peu particulier là parce que j'ai bousculé mon schéma classique, mais Los Angeles c'est pas la Drôme. J'ai essayé de dégager plutôt des ressorts. Hein. Mais voyez, ce qui est extrêmement fort à Los Angeles, c'est pas qu'on a tout réussi. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais c'est qu'on a repris prise sur notre destin. Et c'est ça que quelque part, je me dis, dans la Biovallée, moi, je vous observe depuis des années, j'ai dit à Yannick, depuis des années, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai envie de savoir, j'ai lu des trucs, etc. Vous avez un potentiel incroyable. D'ailleurs, peut-être trop. Qui sait? Non, mais qui sait? Parce que quelquefois, c'est quand on a l'épée dans les reins
qu'on est amené à se mettre en route. En tout cas, moi, je vous souhaite d'arriver à trouver les voies de la coopération parce que votre potentiel ici, c'est incroyable. Vous pouvez être sur tous les registres. Et je vous remercie d'avoir passé tout ce temps à m'écouter de façon bienveillante. Voilà. Bon, alors, après une telle débauche d'énergie, et pour ménager un petit sas de décompression pour les personnes qui vont arriver juste après, et aussi pour reconnaître le fait qu'il y a eu pas mal de contributions à la fin, mais que ce n'était pas facile tout à fait de les insérer, mais je voudrais quand même juste citer les questions. Des fois, il y a des réponses qui tiennent en 2 mots. Si ça tient en 2 mots, mais 2 mots, hein, tu les fais. Si ça ne tient pas en 2 mots, à l'apéro. Bon, c'est vite fait, ça. C'est pas mal, hein. Alors, est-ce que vous faites de la formation des élus sur leur posture et sur la coopération? Il me semble que Carrément. la fabrique est un espace où cette question peut être posée. La coopération exige des savoir-être qui sont compliqués à acquérir plus que les savoir-faire, et c'est central d'avoir des élus en posture d'animateur notamment. Comment tu as financé 7 postes de cadre A? Ah, c'est une question apéro, ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas, en fait. On l'a fait que le budget, ça passait. On a une masse salariale qui est à 51%, c'est la moyenne des communes, s'il y a des maires dans l'assistance. C'est un choix. Oui, peut-être que si. En fait, c'est 7 cadres. Quand je comparais les comptes administratifs, on disait comme ça avant, de ma commune, avec ceux des autres communes, on avait des taux de subvention incroyables. Et même en fonctionnement. Par exemple, le démonstrateur de l'ADEME nous a permis de payer 1,5 poste en cadre A. Donc en fait, c'était plutôt que moi, j'ai amorcé la pompe par de l'investissement dans de l'ingénierie, de gens capables de porter du projet. Et à un moment donné, il y avait retour sur investissement. Alors très simple, combien d'habitants à Los Angeles? 7 000, enfin 6 980, un truc comme ça. Je travaille dans la transition dans le numérique. Toutes mes excuses, Marc Magnin, pour l'usage notamment de l'outil Google. Les acteurs du territoire semblent s'en désintéresser, d'où mon mea culpa. Comment faire? Vaste question. Les acteurs du numérique. Alors non, pour moi, le numérique est... Mais simplement, je prends le numérique comme un outil. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrée par les usages. Donc, par exemple, on est entré par les usages de consommation de nos bâtiments. Donc, on a des systèmes de surveillance depuis très longtemps sur les fuites d'eau, des choses comme ça. On utilise énormément... on a mis en place des circuits d'interprétation de la ville. Oui, parce qu'un des enjeux du développement durable, même si le terme est maintenant un peu galvaudé, c'est qu'il a quelque chose d'invisible. La qualité des relations entre les personnes, c'est pas facile à mesurer. Savoir qu'un bâtiment consomme ou consomme pas, c'est pas facile à mesurer, à révéler. Donc en fait, nous, on a équipé tous nos équipements avec en permanence cette idée de comment on révèle ce qui se passe. Et par exemple, on a été les premiers à faire ça en Europe. On a été financé à 85% sur fonds européens, ce qui est énorme. Des circuits d'interprétation où on a fait des enregistrements. On a 80 poteaux dans la ville qu'on flash avec un QR code et sur lequel on peut donner les performances des bâtiments, de la voirie, comment s'infiltre l'eau. On peut avoir des interviews d'habitants dans une cité minière de femmes de mineurs, parce que malheureusement les mineurs sont morts avant. Et donc on arrive à réinjecter du matériau humain. Et nos écoles, elles font le tour de la ville, par exemple. Elles suivent ces parcours d'interprétation. Et donc là, si on n'a pas le numérique, on ne fait pas. Par contre, effectivement, beaucoup d'acteurs, Orange notamment, étaient venus nous voir pour qu'on soit ville pilote, etc. Mais on basculait dans la Smart City. Je ne suis pas contre l'outillage, mais notre première entrée, elle n'est pas là, quoi. Et le numérique comme un outil. Bien, allez, un petit dernier que je vous laisse lire en 2 secondes. Et puis... on va clore la séquence. Merci Jean-François. Merci.
Alors, nous avons proposé une expérience un peu inhabituelle à un petit groupe d'acteurs et d'actrices, de personnes de collectivités ou de structures de l'économie sociale et solidaire avec lesquelles nous travaillons régulièrement. L'idée, c'est qu'ils se présentent autrement qu'à travers leur fiche de poste ou leur CV, et qui se racontent de manière beaucoup plus ample, et qu'ils expliquent comment ils en sont arrivés là. Car si la coopération est une histoire de personnes, on l'a dit, mais pas que, on l'a dit aussi, c'est bien de savoir qui nous sommes les uns et les autres. Tout ça, du coup, ça donne un format de 10 minutes, seul en scène, sacré défi. Et 2 personnes, du coup, ont accepté de jouer le jeu, cette fois-ci, non sans appréhension, quand même. Et c'est clair qu'il en faut du courage. Et du coup, nous les remercions vivement pour cette prise de risque, sécurisée. Je pense qu'on va être très bienveillants, et d'ailleurs, ils s'en tirent à merveille. Je vous remercie d'accueillir Alexis Petrov, dont une des identités, et peut-être une pour lesquelles il est connu, c'est d'être directeur de l'environnement de la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, mais pas que. Du coup, Alexis, eh bien, on te laisse seul en scène. Merci. Eh bien, il marche. Difficile d'intervenir après une si belle démonstration. Alors, pour commencer la transition, je me suis demandé ce que c'était, pour faire simple. C'est changer d'état. Se passer d'un état à un autre, c'est grandir. Donc, je suis Alexis Petrov. Je suis né à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, banlieue rouge, avec tout ce que l'imaginaire qu'il y a derrière aussi. J'ai grandi en cité et j'ai adoré ça, parce qu'on était ensemble. J'avais la chance d'avoir l'école primaire au milieu de la cité. Et j'avais donc tous mes camarades, tous milieux et d'origines différentes, parce que comme dans le Nord, en banlieue rouge aussi, il y a beaucoup de diversité. Et ça aussi qui m'a construit. J'ai grandi dans une cité un peu spéciale, construite par Renaudie. Il n'y a pas d'angle droit, c'est que des pointes, des courbes, des formes un peu étranges. Et ça m'a appris aussi à me dire qu'on pouvait grandir de manière multiple, qu'on n'était pas obligé de suivre toujours le même schéma et les mêmes règles. J'ai grandi dans mon cocon familial avec un père et une mère aimantes qui avaient aussi des origines très variées. Mon père, fils d'immigrés russes, qui avait grandi en banlieue parisienne, sans grande importance à l'attachement. Et au contraire, une mère, fille de maraîcher champenois, qui, quand elle est née, n'avait pas l'eau et l'électricité dans sa maison. Et à 25 ans, elle était pilote d'avion et ingénieure dans l'aéronautique. Les transitions peuvent aller très vite aussi. Et dans ce milieu aimant et divers et varié, j'ai subi ma première rupture, on va dire, où mes parents m'ont sorti de ce cocon et m'ont envoyé au collège à Paris, dans le 5e arrondissement. Donc c'était pas loin, hein, mais je changeais de milieu, je perdais les copains, je perdais mes habitudes. Mais finalement, cette première rupture m'a fait grandir d'un coup. Et une belle transition aussi, parce que j'ai découvert un nouveau milieu social, j'ai vu d'autres personnes que je n'aurais pas connues si on ne m'avait pas forcé à sortir. À cette époque, je m'intéressais à la musique, hein, j'aimais beaucoup plein de types de musique. Alors mon groupe préféré, ça aurait pu être NTM ou Nirvana, c'était les groupes de l'époque, mais c'était Jacques Higelin. Parce que Jacques Higelin, en fait, il est libre, il invente, il innove, il touche à tout, il fait des liens, il va voir dans plein de musiques différentes. Puisqu'il écrit, c'est merveilleux et ça m'a toujours inspiré. Dans cette même période, j'ai eu 2 très bons amis qui sont encore aujourd'hui les parrains de mes filles. Donc je vois régulièrement Tom et Lucas. On était tout le temps tous les 3 fourrés ensemble et notre but c'était d'être différents, de partir un peu à l'aventure sans trop savoir ce qu'allait se passer. Des fois c'était bien, des fois c'était moins bien, mais on prenait toujours ça avec beaucoup de bonheur. Et on était 3, il y en avait toujours un qui avait l'idée, un qui avait l'énergie et un qui avait la méthode. Et ça, c'était un début de coopération peut-être, à 3. Et après, donc, en grandissant, on commence à devenir adulte, on fait des études. Donc moi, j'avais mes rêves, j'étais en classe préparatoire, d'intégrer les ponts et chaussées, c'était bien, ça, c'était à côté de chez moi, c'était prestigieux. Mais je n'ai pas eu les ponts et chaussées. Voilà, 2e échec. J'ai dû intégrer l'école centrale de Lyon, donc ce qui est très bien aussi. Comme certains d'ailleurs, il n'y a pas que... je ne suis pas le seul dans cette salle. Et finalement, cette 2e rupture, ça m'a ouvert d'autres portes. Alors oui, ça m'a sorti de mon cocon, mais ça m'a forcé à vivre ailleurs, à vivre d'autres choses, et j'ai commencé à devenir de plus en plus curieux.
Chaque fois que je voyais un chemin, j'avais envie d'aller au bout, d'être curieux, de le creuser, de voir ce qu'il y avait derrière la porte, de prolonger le chemin, de voir jusqu'où il me menait. Tant que je n'avais pas été au bout du chemin, je ne m'arrêtais pas. Petite anecdote, quand je suis arrivé ici, c'est la première chose que j'ai fait, aller explorer tous les chemins. Par ailleurs, à Centrale, il y a une chose je ne m'attendais pas à grand-chose dans mes études. En fait, j'étais assez binaire, je suivais le plus prestigieux. Mais en fait, c'était une école formidable où j'ai appris à apprendre. Centrale, c'est une école généraliste où on ne va pas spécialiser dans un domaine. Par contre, on nous apprend plein de choses dans plein de domaines. Et donc, on nous apprend à faire des liens, à faire des ponts. On nous apprend à utiliser une méthode qui fonctionne dans tel domaine, en mécanique des fluides, par exemple. Qu'est-ce que ça ferait si on faisait un peu de sociologie avec? Voilà. Et cette démarche d'apprendre à apprendre, on a le vocabulaire dans plein de disciplines, mais c'est à nous d'aller chercher les informations, de créer les logiques, de créer les raisonnements. Je l'applique encore aujourd'hui pour mon travail, pour ma vie personnelle, pour mes loisirs. C'est faire des liens, regarder comment ça fonctionne d'un côté, et dire là, ça peut être pas mal si je fais ça aussi. C'est être curieux. C'est toujours cette histoire de chemin qu'on veut aller creuser. Une fois que j'avais quitté le cocon familial, j'étais parti et je ne me suis plus jamais arrêté pour bouger. Donc, après Lyon, je suis parti en Espagne. Je suis arrivé en Espagne, je ne parlais pas un mot d'espagnol. J'avais légèrement arrondi le CV pour dire que je maîtrisais. C'était une maîtrise relative. Mais j'ai appris, je me suis adapté. C'était ça aussi, grandir. Et puis ça m'a donné envie d'aller encore plus loin. Donc j'ai eu la chance de voyager régulièrement en Amérique latine. J'ai notamment fait un voyage de 9 mois de Ushuaia jusqu'en Martinique, en n'utilisant qu'une seule fois l'avion pour passer de Colombie aux Caraïbes. Mais sinon, c'était tout terrestre ou bateau. Et dans ce voyage aussi, j'ai pu échanger avec une nouvelle culture, avec des nouvelles personnes, enfin des cultures, parce que c'est un continent qui a été traversé. Et c'est quelque chose de fort de traverser un continent, ça donne beaucoup d'images. Une phrase qui me reste marquante de ce voyage, c'est une phrase que j'ai entendue en Bolivie. Bolivie, c'est un pays plus pauvre d'Amérique latine, où là-bas, ils ont l'habitude de dire « Nada es seguro, pero todo es posible ». Rien n'est sûr, mais tout est possible. Pas la peine d'écrire tout à l'avance, de tout prévoir, de tout savoir. C'est pas sûr, ça ne se passera pas selon le plan. Par contre, tout est possible. Si tu connais quelqu'un qui va parler, qui va t'emmener, qui va faire un bout de chemin, puis un bout de chemin avec une personne autre, puis un bout de chemin tout seul, en final, on y arrive toujours. Rien n'est sûr, mais tout est possible. Il suffit d'avoir un peu de temps aussi, mais beaucoup d'énergie. Et puis, fier de mes voyages, de mes expériences, je suis rentré chez moi à Paris pour commencer à travailler, devenir un adulte. J'ai repris, pareil, assez classiquement, le schéma des ingénieurs de mon école. Je suis rentré chez Vinci, petite boîte locale. Ça va faire des routes. Ça me plaisait bien, le milieu technique de la construction, tout ça. Donc j'ai passé une première année chef de chantier où je me suis régalé parce que j'étais dans le technique avec des équipes, dehors à faire plein de choses. Puis après, on m'a dit, c'est super, belle opportunité, on va te mettre sur un chantier à 15 millions d'euros que tu vas gérer tout seul. Il s'agit de construire un échangeur dans une forêt au sud de l'Essonne. Je dis, mais ok, bon, j'y vais. Mais alors, pourquoi il y avait un carrefour à feu sur la Nationale 6, là. Et puis, on faisait un pont avec 2 ronds-points, 15 millions d'euros. On dézinguait un bout de forêt pour limiter 15 minutes de bouchon. Je me suis dit, mais c'est absurde. Pourquoi on a décidé ça? 15 millions d'euros pour ça. Mais 15 millions d'euros, à des petits chantiers, j'en faisais des milliers. C'était incroyable. Et puis, la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, c'était l'État. Enfin, c'était le ministère de l'Équipement à l'époque. Ou l'industrie, je ne sais plus, c'est la DIRIF. Ils étaient nuls, ils ne comprenaient pas pourquoi ils faisaient les choses. Ça m'a agacé. J'ai eu envie de donner du sens à ce que je faisais. Et donc, j'ai décidé de démissionner de Vinci pour rejoindre la fonction publique territoriale. Et j'ai intégré la mairie de Bondy dans le 93, où j'étais chargé du projet de rénovation urbaine des quartiers nord. Le quartier nord de Bondy, c'est 20 000 logements sociaux, tous concentrés au même endroit, construits dans les années 60-70. Et il y avait des fonds de l'ANRU pour rénover complètement ces quartiers. Donc là, j'ai appris ce que c'était que la coopération avec les OPHLM pour démolir et reconstruire, avec le département pour refaire l'assainissement, avec l'Aglo Est Ensemble pour gérer les poubelles, enfin, la RATP parce qu'il y avait quelques lignes de bus, l'ensemble des services municipaux. Ça a été un formidable tremplin pour moi pour voir ce qu'était que la fonction publique, comment ça fonctionnait à l'intérieur, et donner du sens vraiment. J'ai pu donner du sens à ce que je faisais. Puis aussi, je me suis renseigné sur l'histoire. Il y a 30 ans, 40 ans, on avait fait des choses un peu précipitamment. Et c'est important de se poser les bonnes questions pour les refaire intelligemment cette fois-ci. L'histoire, elle est vraiment importante. C'est très important de regarder ce qu'on a fait pour le faire mieux la fois d'après, comprendre d'où on vient pour savoir où on va, quoi.
J'ai continué cette démarche-là parce que j'ai toujours cette volonté de bouger. Donc après Bondy, je suis reparti dans le sud, dans le Vaucluse, à Pertuis, où j'ai eu la chance d'être directeur bâtiment pendant une période où il y avait plein de projets. Alors j'ai refait des écoles et des équipements publics, mais aussi beaucoup de monuments historiques, notamment l'église, des chapelles, des remparts. Et travailler sur des bâtiments qui ont 1000 ans, ça demande de bien réfléchir sur l'histoire. Travailler sur la restauration de tableaux qui ont plus de 500 ans aussi, on se pose beaucoup de questions. Et donc voilà, c'est donner le sens à cette transition, et c'est regarder l'histoire d'où l'on vient pour voir où on va. Et à Pertuis, j'ai eu cette chance de mener tous ces projets-là. Et puis après Pertuis, j'ai encore voulu refaire un voyage, et donc j'ai décidé de partir en vacances pendant 6 mois en camping-car avec ma famille en Europe. Donc on a vendu la maison Aix-en-Provence, on a quitté notre travail, et on est parti le 1er mars 2020 en Italie. Voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ce fut un rapide aller-retour. Donc on avait prévu, nous, de voyager pendant 6 mois, de mars 2020 à septembre 2020. Bon, on a fini dans la maison familiale en Ardèche. Ce qui était très bien, finalement. Encore un autre accident de la vie qui finalement m'a amené ici, puisque d'Ardèche, j'ai trouvé ce poste à la communauté de communes du Crétois, Pays de Saillant, directeur de services techniques et environnement. Alors la partie services techniques, je la connaissais bien, mais la partie environnement, elle était nouvelle pour moi. La gestion des déchets. La gestion des déchets, elle raconte aussi beaucoup de choses. D'une part, l'histoire qu'on laissera à nos enfants, parce qu'il s'agit de les traiter, ces déchets. Donc certes, par endroits, on les enterre, mais ça va rester longtemps. Elle parle aussi de notre histoire présente, de comment on consomme, de comment on est. Qu'est-ce que ça devient? C'est-à-dire que l'acte d'acheter, finalement, a un impact long. Voilà. Donc c'est tout ce process qui est intéressant et qui, moi, me passionne dans mon activité que je fais tous les jours avec bonheur. Et par ailleurs, ici, dans la Biovallée, je me suis rendu compte qu'il y avait une énergie incroyable et beaucoup de coopération, effectivement, c'est pour ça qu'on est là, qui allait vers des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais, faire une transition, construire un monde meilleur, un monde où tout le monde s'y retrouve, un monde où chacun a sa place. Et alors effectivement, ça reste une vallée, dans la France, c'est pas ici forcément que le monde va changer, mais ça peut faire tache d'huile. Ça sert d'exemple, comme ce qui se passait à Los Angeles d'ailleurs. Et c'est ça qui m'intéresse. De toute façon, c'est comme les histoires des petits cailloux, c'est une très belle image. Si je ne regarde que l'étoile, c'est bien beau, mais il faut pouvoir avancer de caillou en caillou. Donc j'adore cette image-là. Donc c'est ce qui me plaît aussi beaucoup dans cette vallée. C'est peut-être pour ça que maintenant j'arrêterai de bouger et que je vais rester implanté ici après mes multiples mouvements. En tout cas, voilà, c'était ce que je voulais dire. Et cette coopération, elle rejoint aussi ce que disait Jean-Marc Caron, c'est-à-dire effectivement, il faut savoir faire un pas de côté, qui peut avoir l'idée, puis qui peut être soutenu par son collègue qui a l'énergie, et ensuite c'est mis en œuvre par quelqu'un qui est plus méthodique et qui va recadrer tout ça. Mais voilà, mais ça c'est une coopération nécessaire entre plusieurs personnes, avec chacun leur capacité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bien. Une deuxième personne, un dernier témoignage, et on conclut là-dessus. Flore Bazin, qui est fondatrice et salariée de Colambol, un peu dans le même domaine. Vous verrez quelques petites résonances. Merci. Bonsoir à tous. Voilà, alors je suis Flore Bazin et mon objectif en ce moment, c'est de sortir les déchets alimentaires de la poubelle noire. Passionnant, n'est-ce pas? J'ai visé un sujet très spécifique pour à peu près y arriver. Moi, j'ai visé direct le petit caillou. C'est la stratégie du petit caillou. Donc voilà, et pour ce faire, on a créé avec une fine équipe l'association Colambol, qui a pour but de collecter à vélo et un petit peu en camion les déchets alimentaires des restaurateurs, des établissements, des EHPAD, des hôpitaux, des bureaux, un peu partout là où il y a des déchets alimentaires, et maintenant un petit peu des particuliers, pour produire un compost de bonne qualité à destination des maraîchers de la vallée de la Drôme. Voilà. Ça, c'est le point de départ de Colambol, mais je crois que je ne suis pas censée parler de Colambol, et censée parler de moi. Mais pour ça, le plus simple, c'est de faire une journée type. Donc avant ma journée type, avant Colambol, c'était 12 minutes de vélo, 12 heures sur un tableau Excel, 12 minutes de vélo, un petit détour par Franprix, des pâtes et rebelote. Voilà. Maintenant, ma journée type, c'est 12 minutes de vélo. Il y a quand même toujours ça qui ne bouge pas, quoi. Il y a beaucoup de vélo.
Et puis là, je monte la colline, la pente la plus raide de Cray. J'arrive à l'ancien hôpital, déjà un peu échauffé. Et ma première action, c'est de racler le bac de purée du service Alzheimer de l'EHPAD de Rochecourbe pour le verser dans mon bac de 120 litres. Voilà, 9h du matin, première action. Ensuite, je charge mon 120 litres, je descends la colline et je vais visiter une dizaine de restaurateurs et établissements scolaires pour les délester de leurs déchets alimentaires. On est parfois très bien accueillis quand les bacs sont pleins. On nous attend avec impatience. Et plus précisément, je vais visiter les locales poubelles, les derrières de comptoirs, les dessous de machines à laver, les placards à balai et tutti quanti. Et après avoir visité tous ces lieux charmants et intimes, je fonce. De nouveau 12 minutes de vélo. En général, je reçois 1 ou 2 encouragements sur la route. Je ne m'en prive pas. Parfois, j'ai même des compliments sur la beauté de ma remorque, la robustesse des freins hydrauliques. Je ne me prive de rien, je prends tout. Et paf, 12 minutes de vélo, j'arrive sur la plateforme de compostage. Là, en général, je me pose. Je suis déjà un peu fatiguée, on ne dirait pas comme ça, mais la collecte, c'est fatigant. Il faut rester concentré, pas oublier ses cales, pas oublier les pesées, pas oublier d'adresse, sourire, répondre aux questions et ne pas se planter parce que quand on déraille, ça fait mal au vélo avec 350 kilos qui poussent derrière. Voilà, je me pose, je prends un petit goûter et j'enfile mes bottes, je mets ma cotte intégrale, sans oublier le bonnet, si vous ne voulez pas vous retrouver avec des bouts de ravioli dans les cheveux le soir sur l'oreiller. Voilà, et c'est là qu'on commence le dur du boulot, c'est-à-dire vider les bacs, les brasser avec du déchet vert et les nettoyer. Et on fait du tri à la main, on fait du surtri, on passe tout au crible. Et c'est là que ça devient un peu gore, hein. On devient tout gras de partout, on en a jusqu'en haut des bottes, partout. Et toute l'après-midi, les bacs valsent, et puis on brasse avec le tracteur, on rebâche, on nettoie au Karcher, on se retourne, on racle, on nettoie. Je donne un gros coup de pied dans la porte du conteneur, parce que j'arrive pas à la fermer avec mes bras, elle est trop dure. Et là, je me retourne et je vois un tas de compost fumant, magnifique, bâché, ça sent bon, tout est propre, remorque prête à repartir. Et là, j'ai vraiment le sentiment du travail bien fait et utile. Voilà, ma journée type. Heureusement, le lendemain, en général, c'est administratif, ordinateur, et on repart le mercredi. C'est 1 jour sur 2. Et ça, c'est bien, à l'alternance. Voilà. Alors, je suis bien embêtée parce qu'on m'a demandé de venir parler. Au début, j'étais un peu farouche par rapport à mon engagement. Et moi, mon problème, là, face à vous, c'est que je ne me sens pas engagée, en fait. Colambol, ça répondait à un besoin. Il n'y avait pas trop d'alternatives pour les producteurs de déchets alimentaires en grosse quantité sur la vallée de la Drôme. Il n'y avait pas trop de solutions. Et moi, bonne ingénieure que je suis, j'avais envie de proposer une solution. Et puis j'avais aussi, moi, des besoins qui étaient de trouver un travail à Cray. Donc, je me suis lancée. Et ça répondait à des besoins. Parce que derrière tout ça, en fait, il faut voir que j'étais ingénieure d'études, j'ai eu 2 boulots avant. J'étais ingénieure en bureau d'études pour concevoir des usines de méthanisation. Un boulot passionnant, au cœur de plein d'enjeux agricoles, énergétiques. Voilà. Et ensuite, j'étais responsable d'exploitation sur un centre d'enfouissement d'ordures ménagères. Donc déjà, mon premier problème, c'est que je voyais passer tous les jours 300 tonnes d'ordures ménagères sous mes yeux. Et là-dedans, il y en avait 30%, c'était du déchet alimentaire. Et moi, ensuite, je rentrais à la maison dans la vallée de la Drôme et je voyais que c'était la dèche pour trouver du compost, qu'il fallait importer des matières, que ci, que ça, sécheresse et appauvrissement des sols. Bon, c'était quand même très agaçant. Ça m'a valu 2 semaines d'insomnie quand j'ai commencé le boulot. J'ai fini par m'habituer. Mais bon, ça, tous les gens qui venaient visiter le site, ils étaient pareils. Il n'y a rien d'exceptionnel. On était tous choqués et c'est choquant. Voilà, ça c'était mon premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'en fait, quand on travaille dans un métier technique, je ne sais pas si vous avez le même problème, mais moi, je l'ai eu. Quand on fait un métier technique, et dans le monde du déchet plus particulièrement, en étant une femme, j'étais peut-être trop jeune, trop blonde ou juste trop mauvaise, je ne sais pas, mais je pense que d'être une femme, c'est dur. Et je devais dépenser le triple de l'énergie pour arriver au quart du résultat. Je ramais, j'étais parfois même un petit peu malmenée, on va dire. Et à force de ramer, en fait, on nous renvoie un regard d'incapable. J'étais tout le temps suspectée de ne pas être capable de porter mon colis, pas être capable de redémarrer la génératrice. Tout le monde me surveillait pour savoir si j'allais y arriver, tout le temps. Dès que je montais dans un chargeur, est-ce qu'elle va réussir à le démarrer ? Voilà, j'étais tout le temps surévaluée. Et ça, au bout d'un moment, on se sent incapable. Et donc, au bout d'un moment, j'ai eu envie de juste avoir mon propre site de traitement de déchets et être peinard sur mon tracteur et que personne ne vienne me faire de commentaires. Voilà, à la base de Colambol, il y a aussi ça.
Et donc, il y avait à Colombole, on navigue sur mer belle au rythme des saisons. Je ne fais plus de route. Je faisais 50 km aller, 50 km retour. Donc, j'ai un travail proche de chez moi où je peux aller à vélo, ce qui est extrêmement important pour moi parce que je m'endors sur la route et que je déteste la voiture. Et donc, on navigue sur mer belle au gré des saisons. L'été, on a les asticots. À l'automne, on a les couchers de soleil rougeoyants à 16h30 qui nous disent qu'il faut bientôt plier. L'hiver, on a l'onglet. Et puis au printemps, on a la huppe faciée, les chatons qui nous regardent et qui viennent piquer des bouts de côtelettes quand on se retourne. Et c'est magnifique, on travaille en plein air, à notre rythme. Et le boulot est passionnant, en fait. Et je me régale. Voilà. Et donc, petit à petit, Colombole m'a apporté énormément de choses, beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et c'est pour cette raison que je ne me sens pas engagée. Je me sens plutôt émancipée maintenant. Ça a été pour moi un outil d'émancipation et je me sens tout à fait capable. Voilà, quand le tracteur tombe en panne, ça ne me pose pas de soucis. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de ne pas être capable de fermer le conteneur. Je donne un énorme coup de pied, ça se ferme. Le tracteur, je le répare. Voilà, je n'ai plus peur. Et ça a été un gros changement et Colombole, c'était l'outil. Voilà. Donc, au-delà de ça, ça vous fait une belle jambe sur la coopération. Donc, à partir du moment où l'idée de... Ici, il y a une chose dont je vais vous parler, c'est qu'à Colombole, on a quand même les deux pieds et les deux mains dans la merde. Je suis désolée du terme, mais c'est vraiment le bon mot, quoi. Et quand on a les deux pieds et deux mains dedans, et qu'on fait, tout prend une autre dimension. Mon regard a changé d'échelle et on reste très humble face à la matière, à la mécanique, à la complexité du vivant. Voilà, on met de l'eau dans une cuve, il y a des algues qui se développent, ça bouche les filtres, on ne peut pas pomper. Et il y a une infinité de problèmes qui apparaissent et tout devient compliqué et on reste vraiment humble et on avance pas à pas. Et j'ai tellement appris et j'ai tellement de respect maintenant pour tout ce qu'on appelle les petits boulots, qui sont pour moi pas des petits boulots, mais des grands boulots parce qu'ils demandent beaucoup de patience, d'énergie et de savoir-faire. Et mon regard a changé d'échelle aussi. J'ai pas de grands projets, j'ai des petits projets, mais ils me paraissent immenses en fait. Voilà. En faisant, petit à petit, j'ai recentré sur des choses tout à fait basiques, mais qui me paraissent tous les jours très, très intenses. Voilà. Et pour en venir à la coopération, à partir du moment où l'idée a été jetée de Colombole, peut-être l'idée était un peu sexy, voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis au spectacle d'un enchaînement de coopération. Je suis au spectacle. Et j'ai été au début beaucoup... donc tout du long, j'ai été soutenue et aidée. Et le projet est soutenu et aidé encore aujourd'hui. Ça a démarré avec les amis, les proches qui venaient mettre la main à la pâte, faire les retournements d'andin avec moi le vendredi à 17h en plein Mistral. Certains se reconnaîtront dans la salle. Il y en a qui m'ont prêté de l'argent au moment où voilà, on n'était pas encore financé, qu'il y avait besoin de pognon. Et ensuite, il y a petit à petit beaucoup de gens qui ont adhéré. Il y a des bénévoles qui se sont engagés. Ensuite, il y a la ville, les communautés de communes qui ont accueilli le projet. Ensuite, il y a les apporteurs qui se sont engagés dans la démarche et qui ont accepté de faire mieux en payant plus cher. Et ce qui n'est pas facile, c'est l'aspect, c'est un peu la dark zone de la transition, c'est que c'est toujours plus cher. Et par les temps qui courent, c'est vraiment là où le bas blesse, quoi. Et donc, on est tout le temps dans cet équilibre de « bonjour, vous voulez faire mieux, vous voulez payer plus cher ?» Et il faut y aller avec le sourire, hein, parce que... et la foi. Et petit à petit, ensuite, il y avait les financeurs qui ont aussi rendu possible Colombole et qui ont cru dans le projet, malgré le modèle économique qui était plus que tendu, parce qu'on est en zone rurale, et que donc ce ne sera jamais un gros business. Voilà, et ce ne sera jamais vraiment tout à fait stable, mais en zone rurale, on trouve toujours une solution. Et donc, on fait à la débrouille et petit à petit, on trouve un modèle économique qui va être stable. Et le plus grand soutien passif, il n'est pas au courant, mais c'est l'État, parce que j'ai eu le chômage, je bénéficie du chômage et j'aurais jamais pu lancer tout ça sans avoir la sécurité d'un revenu et de ne pas se mettre en danger, en fait, et d'avoir au moins des bonnes bases. Voilà. Et donc toute cette et il y a aussi nos pairs, des gens qui auraient pu être des concurrents en fait, Rovalter, Divois Compost, on est juste à côté, on fait la même chose et on coopère, on se file des tips, on se file des clients, et en fait tous les gens avec qui je suis en interaction sont mécaniquement dans une posture de coopération. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est
le sujet, la posture générale, mais je suis vraiment dans une bulle de coopération. Et quand je re-rentre dans le monde normal, je me prends vraiment une grosse claque. ça fait mal. Voilà. Et donc, derrière tout ça, il y a aussi l'impact qu'on a. Et je suis désolée, ça ne fait pas rêver, mais moi, je ne me fais aucune illusion sur le fait que Colombol va changer quelque chose au réchauffement climatique. Je pense sincèrement que ça ne changera strictement rien. Et je ne pense pas qu'on va résoudre non plus l'immense problème que sont nos ordures ménagères, cette plaie béante. Voilà, c'est un sujet que je trouve sensible et très glissant. Par contre, une chose est sûre, c'est que Colombol, ça aura quand même créé quelques emplois dans lesquels les gens sont épanouis. Voilà, maintenant, j'ai plus besoin de faire de sport. Je suis gaulée comme une baraque à frites et en pleine santé. Enfin, jusqu'à ce que j'ai un enfant, là, j'ai un peu pris de plomb dans l'aile, mais ça va remonter. Et en fait, on est super contents. Les gens donnent, les salariés de Colombol sont incroyables et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Dans l'effort, on donne le meilleur de nous-mêmes. Et en fait, c'est une dynamique qui est très vertueuse. Donc on y est bien, malgré la dureté du boulot. Et il y a aussi le fait que Colombol apporte un petit pas de côté sur la manière dont on perçoit le déchet. Le monde du déchet, il est souvent vu de manière assez négative, lourde, culpabilisée. Il y a beaucoup de complotisme autour du déchet aussi. Tout va au centre d'enfouissement, tout le tri, tout est mal trié. Il y a beaucoup de choses très négatives qui tournent autour du déchet. Et donc on a au moins... je pense, le mérite de reconstruire un imaginaire un peu sympa autour du déchet, voilà, en se trimballant à vélo avec nos poubelles qui font bling-bling partout dans le centre-ville. Et on apporte aussi un peu d'espoir sur le fait que ça peut être valorisé localement et assez simplement, sans trop d'efforts. Et aussi, on montre qu'une femme peut être capable, sur un vélo, porter des charges lourdes. Et ça, c'est une image, je pense, qui est importante aussi pour faire évoluer les mentalités. Et on remet au goût du jour le métier de ripper, que je trouve un métier magnifique et extrêmement utile et passionnant. Voilà. Et donc, pour finir, je voudrais vous partager un rêve. C'est qu'il n'y ait plus besoin de ce genre de conférence, que je n'ai plus besoin de passer au micro, et qu'il n'y ait plus d'articles de journaux sur Colombol. Et qu'en fait, tout ça soit banal, qu'il y ait dans toutes les villes, il y ait des services pour des solutions pour les déchets alimentaires, tout simplement, et que la coopération soit finalement assez banale. Voilà, je rêve de la banalité de ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et pour finir, promis, je finis après cette finition. Je vais vous poser une petite devinette. C'est quel verbe, qu'on dit deux fois, si on le dit deux fois d'affilée, veut dire l'inverse de son sens initial? Voilà. Je l'ai entendu. Oui, c'est faire. Parce que je veux faire plutôt que faire. Voilà. Bonne soirée à tous. Bien, merci beaucoup Alexis, merci Flore, merci Jean-François évidemment, Julie, Jean-Jacques et tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence qui s'arrête et donc qui démarre, puisque c'est maintenant le moment de se décaler en salle Drôme à côté où on vous offre apéro, buffet et convivialité pour encore le temps que vous voulez. Merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui.